Rudo n'était qu'un pauvre bougre de plus vivant dans les bidonvilles, qui cambriolait régulièrement les dépotoirs des riches pour voler tout ce qui pouvait lui être utile. Mais lorsqu'il est accusé à tort du meurtre de son père adoptif et jeté dans la fosse où sont déversés tous les déchets du monde, il se retrouve à lutter contre des montagnes monstrueuses d'ordures pour remonter à la surface et prendre une douce revanche. Nous découvrons alors que le monde dans lequel il vit est terriblement divisé. D'un côté, il y a la ville immaculée, digne d'une carte postale, où les riches crétins se prélassent et mènent la belle vie. De l'autre, il y a les bidonvilles sordides, où vivent des gens comme Rudo. Le seul point commun entre ces deux endroits est la fosse, un dépotoir infecté où s'entassent les ordures et les criminels. Les riches jettent sans sourciller des objets à peine abîmés, comme cette mère snob qui demande avec désinvolture à sa fille de vérifier un jouet pour chiot qu'elle vient littéralement d'acheter parce qu'il a une petite rayure. Elle dit froidement à l'enfant qu'ils vont simplement en acheter un nouveau parce que, Dieu nous en préserve, quelque chose semble légèrement imparfait. La fille acquiesce, et sa mère jette sans pitié le jouet dans une chute à ordures, l'envoyant directement dans un camion garé dans un tunnel souterrain en direction de l'énorme tas d'ordures. Elle ne se doute pas que le jeune Rudo rôde déjà dans les parages, à l'affût des objets intéressants que ses enfants gâtés ont jetés. Se faufilant dans la zone de collecte des ordures, Rudo se glisse dans l'un des entrepôts, mais comme d'habitude, la chance ne lui sourit pas. Un gardien fouineur entend un bruit suspect et fait irruption pour le surprendre en train de fouiller dans les ordures. Pointant son arme sur Rudo, le gardien se met à crier, le traitant de sale dégénéré qui ruine la beauté de la ville en accumulant des ordures. Rudo ne bronche même pas, ayant entendu des insultes bien pires tous les dimanches. Le gardien déclenche l'alarme et des renforts arrivent en un rien de temps. Excédé, Rudo leur jette des sacs poubelles, et ses gardiens maniaques perdent complètement la tête à la vue des œufs crus qui tachent leurs précieux uniformes, se figent inutilement tandis que Rudo grimpe dans la bouche d'aération et s'échappe. Rudo sort de la bouche d'aération près de la sortie, mais bien sûr, la porte se referme juste devant lui, et d'autres gardes affluent, arme à la main. Mais Rudo esquive sans effort leurs balles comme un expert en parcours, puis se précipite vers la sortie, et il reste en parfaite sécurité car les gardes sont clairement nuls en tir. Alors qu'il s'apprête à sauter par-dessus le mur, un tir chanceux lui effleure le bras, ce qui l'énerve encore plus, mais il a déjà disparu avant qu'il ne puisse l'attraper. Pendant que les gardes stupides perdent leur temps à le chercher, Rudo sort d'un trou d'égout, maudissant à voix basse la stupidité de garder des ordures dont personne ne veut. Le lendemain matin, la nouvelle du maudit voleur d'ordures se répand comme une traînée de poudre dans la ville, et bien sûr, tous les riches accusent immédiatement les habitants des bidonvilles. De l'autre côté du mur, les habitants des bidonvilles savent exactement qui est responsable, car ce n'est pas la première fois que Rudo fouille les poubelles. Bon sang, la moitié d'entre eux espèrent secrètement qu'il se fasse enfin attraper, juste pour qu'il arrête de salir leur réputation. Mais Rudo se fiche complètement de leur opinion, car il installe son étalage, exposant fièrement tous les déchets qu'il a récupérés et réparés. À ce moment-là, son ami Chiwa arrive en trombe, furieuse, et lui demande pourquoi il risque sa vie pour les ordures des citadins. Il la repousse en lui disant que ces riches salauds jettent des objets en parfait état comme si ce n'était rien, qu'il a pitié d'eux et que s'il peut gagner un peu d'argent grâce à eux, c'est un bonus. Chiwa semble comprendre, mais à ce moment-là, trois petits crétins arrivent, se pinçant le nez de manière théâtrale et se plaignant bruyamment qu'il y a une odeur pire que celle des égouts dans les environs. Ils avertissent Chiwa de rester loin de Rudo, sinon elle sentira aussi mauvais que lui. Ils se moquent des gants noirs épais de Rudo, disant qu'il ne les a probablement pas lavés depuis l'époque des dinosaures, et plaisante en disant qu'un seul contact avec ces gants dégoûtants suffirait à donner des démangeaisons à quelqu'un pour le reste de sa vie. Un des enfants va encore plus loin, renversant d'un coup de pied la lanterne que Rudo venait de réparer, en ricanant que personne de sensé n'achèterait ce tas de ferraille. Puis le petit morveux se moque des mains de Rudo, les qualifiant d'encore plus effrayantes que ses gants croûteux et disant que c'est exactement pour cela qu'il les garde couvertes. Rudo endure silencieusement cette séance de raillerie, mais lorsque le deuxième d'entre eux dépasse les bornes en le traitant de fils de meurtrier, sa patience atteint ses limites et ses yeux s'embrassent d'une rage soudaine. Pourtant, il continue à parler, affirmant que les bidonvilles ont été construits pour enfermer les criminels et que tous les habitants ne sont que leurs descendants dévoyés. C'est pourquoi la plupart des habitants des bidonvilles s'efforcent tant de préserver leur réputation, et le père adoptif de Rudo a terni cette réputation en commettant un meurtre. À ce moment-là, Rudo lance un regard si intense que les enfants en ont presque chié dans leur froc, s'enfuyant en proférant des insultes à distance respectable, affirmant que Rudo finira comme son père. Rudo se remet tranquillement à réparer la lanterne, et Chiwa s'approche de lui, le rassurant doucement en lui disant qu'elle sait au fond d'elle-même qu'il est un bon garçon et qu'il ne ressemble en rien à son père. Rudo devient immédiatement mal à l'aise et rougit devant ce compliment, mais avant même qu'il ait pu balbutier un merci, Chiwa aperçoit le jouet pour chiot qu'il a récupéré dans la décharge la nuit dernière. Il s'avère qu'il l'avait spécialement choisi pour lui offrir, dans l'espoir d'améliorer enfin son charisme pathétique, mais juste au moment où il s'apprête à le lui donner, la mère de Chiwa fait irruption, interrompant son moment et emmenant Chiwa avant qu'il ne puisse mener à bien sa mignonne mission. Après ce moment embarrassant, Rudo rentre chez lui,
où il trouve son père adoptif, Ragto, qui l'attend tranquillement. Ragto se met immédiatement à le taquiner, imitant parfaitement la maladresse nerveuse de Rudo lorsqu'il a essayé de donner le chiot à Shiwa. Rudo rougit, mort de honte, car il ne savait pas que Ragto avait assisté à toute la scène. Ragto en rit et dit qu'ils discuteront plus tard de sa vie amoureuse pathétique, mais qu'il doit d'abord parler de la dernière aventure de Rudo à la décharge. Ragto lui rappelle gentiment qu'il n'a pas besoin de se pousser autant, qu'ils ne sont pas complètement fauchés. Il pense que Rudo se sent probablement redevable parce qu'il l'a adopté après que son père biologique ait été jeté dans cet enfer pour meurtre. Rudo insiste rapidement pour dire que ce n'est pas le cas, qu'il considère sincèrement Ragto comme un membre de sa famille et qu'il ne fait que son devoir. Avec un sourire entendu, Ragto lui conseille d'être tout aussi honnête avec Shiwa, ce qui rend Rudo tellement nerveux qu'il rouvre accidentellement sa blessure causée par le coup de feu de la nuit dernière. Ragto s'occupe donc immédiatement de lui prodiguant soigneusement les premiers soins et changeant également les bandages sur ses mains. En regardant ses mains couvertes de cicatrices, Rudo se souvient qu'elles ont toujours été abîmées, d'aussi loin qu'il se souvienne. Tout le monde le jugeait pour cela, et parfois, elles lui faisaient mal sans raison apparente, jusqu'à ce que Ragto lui procure ses gants noirs qui, comme par magie, soulagent la douleur. Après avoir terminé les bandages, Ragto lui dit sans détour qu'il ferait mieux de se dépêcher de se déclarer à Shiwa avant qu'un autre ne la lui vole. Alors qu'ils se chamaillent et plaisantent, un type louche portant un masque les écoute silencieusement depuis l'ombre, espionnant toute leur conversation. Le lendemain matin, Rudo se décide enfin à agir, rassemble son courage pour avouer ses sentiments, attrape le jouet en forme de chiot et se rend directement chez Shiwa, mais bien sûr, les choses ne se passent jamais comme prévu, car en chemin, il tombe sur une scène qui n'est malheureusement pas rare dans ce quartier. À la lisière du bidonville se trouve le tristement célèbre fossé, où sont jetés les déchets et les criminels endurcis. Aujourd'hui, il jette un autre pauvre bougre dans ce trou maudit. Rudo regarde, incapable de détourner les yeux, se demandant ce qui arrive réellement aux personnes qui sont jetées là-dedans. Sorti de nulle part, Shiwa apparaît juste à côté de lui, commentant avec désinvolture le chaos qui règne sur les lieux, ce qui fait sursauter Rudo, qui n'était pas encore prêt mentalement à la voir. Totalement inconsciente de sa panique, elle continue à discuter avec désinvolture des exécutions et d'autres horreurs avant de devenir soudainement sérieuse et de lui dire qu'elle ne veut pas voir son cul stupide jeté là-bas. Elle admet qu'il y a peut-être des objets de valeur dans cette décharge, mais que cela ne vaut pas la peine de risquer sa vie. Rudo murmure doucement que Ragto a dit exactement la même chose, et avec un regard doux, elle lui répond que c'est parce que Ragto se soucie sincèrement de lui. Il faut un bon moment à Rudo, avec son cerveau de patate, pour comprendre que lorsque Shiwa a dit que Ragto l'aimait aussi, elle lui avouait discrètement qu'elle l'aimait aussi. Shiwa rougit rapidement, clairement très gêné par la façon dont ses mots ont sonné, mais il est déjà trop tard. Rudo est parti, mentalement absent, complètement court-circuité. Il s'effondre dramatiquement au sol, se couvrant le visage comme un idiot avant de finalement rassembler son courage pour lui remettre le jouet en forme de chiot, marmonnant nerveusement que même s'il venait de la poubelle, le chiot serait certainement plus heureux avec elle. À sa grande surprise, Shiwa accepte joyeusement le cadeau, promettant de le chérir. Rudo perd pratiquement la tête sur place, plus heureux qu'il ne l'a jamais été dans sa misérable vie. Il se met littéralement à sauter et à danser comme un idiot tout le long du chemin du retour, impatient de se vanter immédiatement auprès de Ragto. En chemin, il croise un groupe de gardes qui ne prennent même pas la peine de le saluer, ce qui est étrange, mais peu importe, il est trop excité pour se soucier de savoir pourquoi il rôde dans les bidonvilles aujourd'hui. Il se précipite alors à l'intérieur et raconte avec enthousiasme à Ragto tout ce qui vient de se passer, mais ses mots restent coincés dans sa gorge lorsqu'il voit Ragto s'effondrer sur le sol, immobilisé sous un masqué effrayant. Le type masqué se tourne calmement vers Rudo, puis enfonce froidement son couteau encore plus profondément dans le corps de Ragto. La rage envahit complètement Rudo. Il se jette sur le meurtrier, mais avant même d'avoir pu donner un coup de poing, il reçoit un coup si violent qu'il ne sent même pas le sol sous ses pieds. Lorsque Rudo reprend ses esprits, le masqué a déjà terminé son travail. Le tueur ramasse nonchalamment un livre sur le sol et s'éloigne, sans même jeter un second regard à Rudo. Rudo tente de ramper derrière lui, désespéré de se venger, mais une voix faible l'arrête dans son élan. Ragto est encore en vie, respirant à peine, et avec ses dernières forces, il supplie Rudo de s'enfuir. Paniqué, Rudo se précipite vers Ragto et lui promet d'aller chercher de l'aide, mais Ragto secoue faiblement la tête et lui dit de ficher le camp et de changer ce monde de merde pour en faire un endroit meilleur. Puis le corps de Ragto se relâche et le cerveau de Rudo se fige, incapable de comprendre le cauchemar dont il vient d'être témoin. À ce moment précis, les soldats font irruption dans la maison, électrocutent immédiatement Rudo avec leurs armes paralysantes et le plaquent au sol, l'accusant de meurtre. Rudo insiste frénétiquement sur son innocence, les suppliant de poursuivre le véritable meurtrier, qui vient littéralement de sortir, mais les gardes s'en fichent, affirmant qu'ils l'ont pris en flagrant délit et que ses explications n'ont aucune importance. Rudo continue de clamer son innocence,
Mais ils ignorent ses supplications désespérées et le font taire à l'ancienne en lui assénant un solide coup de poing à la tête. Peu de temps après, Rudo est traîné sur l'échafaud pour payer un crime qu'il n'a pas commis. Pratiquement tous les habitants des bidonvilles se sont rassemblés pour assister à ce spectacle tordu, ainsi que quelques connards VIP suffisants des quartiers riches. Le juge le regarde avec dégoût, débitant des propos prétentieux sur le fait que le meurtre est l'un des péchés les plus terribles que l'on puisse commettre. Il déclare froidement que même si la victime de Rudo n'était qu'un habitant des bidonvilles, la sentence ne sera pas allégée, il sera condamné à mort par jet dans la fosse maudite. La foule se déchaîne, applaudissant comme si elle assistait à un match de football. Rudo n'arrive toujours pas à comprendre ce cauchemar et cherche désespérément un seul visage qui croit en son innocence. Son regard se pose sur Chiwa, debout dans la foule. Il lui crie qu'il n'a pas tué Ragto, la suppliant de trouver le vrai coupable, mais Chiwa le rejette froidement, lui disant qu'elle lui avait fait confiance, mais qu'il avait trahi cette confiance. Elle le traite amèrement de fils de meurtrier, jetant le jouet pour Chio avant de lui tourner le dos. Sa trahison le touche plus profondément que tout ce qu'il a vécu auparavant, et quelque chose en lui se brise. Rudo perd complètement son sang-froid et hurle furieusement à ces salauds qui le traitent de déchets. Il leur crie qu'ils sont les vrais déchets ici, des sacs de viande sans cervelle, sans courage ni volonté de voir la vérité. Il jure qu'il les traînera tous en enfer, mais à ce moment-là, il remarque le meurtrier masqué qui se tient nonchalamment dans la foule, appréciant le spectacle. Mais avant qu'il ne puisse crier la vérité, il le pousse dans le vide. La chute semble interminable, et Rudo finit par perdre connaissance, pensant qu'il est fini pour de bon, mais la chance est étrangement de son côté aujourd'hui, car il atterrit dans l'énorme tas d'ordures au fond de la fosse, indemne à l'exception de son orgueil brisé. Alors qu'il reprend lentement conscience, il se demande comment diable il est encore en vie. Puis l'odeur le frappe de plein fouet, et même un connaisseur chevronné des ordures comme lui a des hauts le cœur incontrôlable, manquant de s'évanouir à nouveau rien qu'à cause de la puanteur. Lorsque ses yeux s'habituent enfin, il contemple l'océan infini d'immondices qui s'étend devant lui, voyant des déchets qu'il n'a jamais vus auparavant mélangés à des ordures familières. Il se demande encore dans quel endroit délabré il a atterri quand soudain, une ombre énorme se profile au-dessus de lui, occultant le peu de lumière disponible. Rudo se retourne, et bon sang, devant lui se tient une créature monstrueuse entièrement faite de déchets, le regardant avec des crocs énormes et répugnants, prête à le mettre en pièces. Rudo se lance alors dans une course désespérée alors que d'autres monstres jaillissent des ombres. Les trois créatures l'encerclent instantanément, bloquant toutes les échappatoires possibles. Dans un moment de terreur pure, Rudo réalise enfin qu'ils ne sont pas des bêtes normales, mais des géants grotesques assemblés à partir de putains de tas d'ordures. Il n'a aucune idée de comment quelque chose d'aussi fou peut exister ou comment il va survivre à ça. Sa seule option est de faire confiance à ses instincts et d'esquiver comme un dingue tout en cherchant désespérément une issue. Il trébuche soudain sur quelque chose, le crâne humain, et l'horreur l'envahit en imaginant finir exactement comme ce squelette sans vie. Il refuse de l'accepter, mais au fond de lui, il perd espoir. La rage et le désespoir le frappent alors qu'il maudit ces salopards qui l'ont jeté ici malgré son innocence, se demandant amèrement comment les choses ont pu devenir aussi horribles. Les déchets bougent sous ses pieds, faisant céder le sol, le précipitant vers le bas dans l'obscurité. Il s'écrase violemment, la douleur traversant chaque centimètre de son corps meurtri. À peine capable de bouger, il ne peut pas reprendre son souffle, l'air fétide lui déchirant les poumons comme du verre à chaque inspiration. Il sait qu'il n'a plus de temps, alors il cherche désespérément un endroit sûr mais ne voit que des montagnes infinies d'ordures. La cruelle réalité s'impose, ce cauchemar pourrait vraiment être la fin. Il tousse violemment, du sang coulant de sa bouche, preuve que son corps commence à lâcher, même si son esprit refuse de se rendre. Les créatures se rapprochent, prêtes à en finir. Épuisées, battues et coincées, les pensées de Rudo dérivent vers son père adoptif, Recto, un homme bon qui ne méritait pas de mourir. La colère et le chagrin l'envahissent à nouveau. Il ne peut pas abandonner. Pas maintenant. Pas avant d'avoir fait payer le meurtrier de Recto. À ce moment, quelque chose en lui s'éveille, une force étrange mais puissante le poussant à se lever et à se battre. Utilisant chaque once de force restante, il attrape un tuyau métallique à proximité et se redresse. Il n'est pas question qu'il meure sans se battre. Pas avant d'avoir trouvé le salaud qui l'a piégé. Pas avant d'avoir vengé Recto. Concentrant toute sa fureur dans un dernier coup, Rudo frappe le monstre, le déséquilibrant violemment. Ailleurs dans l'immense mer d'ordures, un type bizarre tenant un parapluie observe tranquillement le combat désespéré de Rudo à travers des jumelles, mais nous découvrirons bientôt qui il est. Revenons au cœur du combat, Rudo passe en mode sauvage, frappant furieusement sans stratégie, juste du chaos pur. Le monstre le repousse, lui assénant un coup solide, mais l'adrénaline de Rudo anesthésie la douleur, et il riposte en lançant son tuyau en acier directement dans la gueule de la bête. Alors qu'il reprend son souffle, un autre monstre surgit des déchets sous lui, projetant Rudo en arrière. La douleur le frappe enfin, du sang coule de sa bouche, mais il est trop excité pour s'arrêter. Il charge à nouveau, attrape un morceau de toiture métallique tranchant et fend un monstre en deux.
C'est un exploit fou, mais le corps de Rudo est à bout, et il ne peut éviter l'attaque de la prochaine bête. Mais le monstre frappe le sol avec une telle force qu'il propulse Rudo en l'air, atterrissant au pied du mystérieux type qu'il observait plus tôt. L'étranger porte un masque pour filtrer l'air toxique et tient ce stupide parapluie bien qu'il ne pleuve pas. Sans un mot, il donne un coup de pied à Rudo, sans aucune raison, puis lui colle enfin un masque à oxygène sur le visage, lui permettant de respirer. Tentant de comprendre ce qui se passe, Rudo interroge immédiatement l'homme sur son identité, le remplacement et la nature de cet endroit bizarre, mais le type refuse froidement de répondre, lui disant juste de la fermer. Quand Rudo continue à crier comme un idiot, exigeant des réponses, l'homme mystérieux craque et lui hurle que cet endroit n'est pas sous terre. Il est en fait au-dessus, c'est juste là où toute la putain de ville déverse ses ordures sans fin. Le type explique qu'il se taisait pour éviter d'attirer d'autres monstres, mais grâce à leur criaille, ces bêtes à ordures, comme il les appelle, émergent à nouveau. L'étranger informe Rudo que les armes normales ne feront rien contre ces monstres, mais heureusement pour lui, son parapluie n'est pas un parapluie ordinaire. Soudain, le parapluie se transforme en une version encore plus folle de lui-même. Calmement et coolement, le type vise le monstre le plus proche et, avec une attaque en forme de forêt, vaporise la bête en petits morceaux. D'autres monstres chargent, mais l'homme les élimine tous d'un seul mouvement ridicule de son parapluie, laissant Rudo sans voix. Pour finir, il lance son attaque la plus puissante, criant dramatiquement un breaker Octar Shredder, et découpe tous les monstres restants en lambeaux. Les monstres éliminés, l'étranger revient vers Rudo. Ce dernier lui demande à nouveau qui il est, et cette fois, le type retire son masque, se présente comme Engin, et mentionne négligemment qu'il est un nettoyeur ici, mais clairement, nettoyeur a un sens plus profond, suggérant qu'il appartient peut-être à un mystérieux groupe secret appelé les Cleaners. Dès qu'Engin retire son masque, l'odeur insupportable le frappe, le faisant suffoquer. Il regrette immédiatement cette décision stupide, se plaint bruyamment de la qualité de l'air horrible et remet vite son masque. Rudo réalise alors qu'Engin est probablement juste un type ordinaire comme lui, et maintenant qu'il a quelques réponses, son corps épuisé le laisse s'évanouir à nouveau. Dans son inconscience, des souvenirs l'envahissent, le ramenant à l'époque où il était encore avec Recto. Un jour, il était rentré trempé et malheureux après avoir été harcelé par des gamins. Quand Recto lui demanda ce qui s'était passé, Rudo expliqua qu'il avait dit à ses morveux que les objets ont une âme si on les traite bien, alors il l'avait moqué et bousculé. Recto lui demanda s'il s'était battu, et quand Rudo répondit non, Recto le félicita. Rudo rappela alors à Recto qu'il avait lui-même dit, si un objet est traité avec soin et respect pendant longtemps, une âme finira par l'habiter. Recto s'approcha, demandant si Rudo croyait vraiment à cette légende. Il admit que même lui, qui partageait cette croyance, ne savait pas si c'était vrai, car ce n'était qu'une légende sans preuve. Pourtant, Recto dit qu'il préférait y croire, que les objets, bien traités, pouvaient vraiment être habités par une âme. Il sécha doucement Rudo, remarquant que même la serviette pouvait avoir une âme, sinon, comment pourrait-elle si bien nettoyer un corps? Recto ajouta que même les gants de Rudo pourraient un jour gagner leur propre âme et l'aider. Ils rirent ensemble, plaisantant sur le fait que même les toilettes pourraient avoir une âme si on les traitait assez bien. Mais ce souvenir chaleureux est de courte durée car Rudo est ramené à une réalité encore plus cruelle que prévu, mais au moins, il est toujours en vie. Il se sent enchaîné et traîné brutalement sur le sol sale. En levant les yeux, il réalise que celui qui le traîne est Engin, l'excentrique de tout à l'heure. Engin se moque éperdument du confort de Rudo, continuant à le traîner sans pitié. Rudo se demande s'il ne devrait pas accepter son sort misérable, mais abandonner maintenant signifierait renoncer à sa vengeance contre ceux qui l'ont trahi, et il n'est pas prêt à les laisser s'en tirer. Rudo crie désespérément à Engin, exigeant d'être ramené à la surface. Engin le regarde comme s'il était fou, se moquant de lui pour croire qu'il reste une surface à laquelle revenir. Engin explique crûment que ce que Rudo considère comme la surface n'existe plus, le monde d'où il vient est une sphère, une structure mobile qui a déjà dérivé loin de l'endroit où Rudo a été jeté, rendant tout retour impossible. Mais Rudo n'écoute pas les explications d'Engin, il insiste obstinément qu'il criera sans arrêt à moins qu'Engin ne l'aide à revenir. Il supplie désespérément, demandant à Engin de lui en dire plus sur ce monde foutu et la sphère. Engin, cependant, s'en fiche, ignore les supplications de Rudo, continue à le traîner en silence et finit par le déposer près d'une ligne de camions crasseux. Sans un mot, Engin s'en va. Rudo, paniqué et frustré, hurle à nouveau après Engin, mais l'étrange type ne se retourne même pas. Rudo se retourne lentement et voit un groupe de silhouettes étranges s'approcher. Il n'est même pas sûr qu'il soit humain, priant pour que ce ne soit pas une autre bande de monstres prêts à le déchirer. Heureusement, il ne semble pas hostile, du moins pas encore. Il s'approche avec curiosité, surpris et amusé qu'il soit encore en vie. Il demande s'il vient vraiment de la sphère, et quand il confirme, ils retirent leur masque avec excitation et se précipitent vers lui. Il révèle que ça fait une éternité qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un de la sphère qui ne soit pas déjà mort, alors en voir un vivant les choque complètement. L'un d'eux s'avance gentiment, feignant d'aider Rudo à enlever ses chaînes. Soulagé,
Rudo conclut immédiatement, ces gens doivent être meilleurs qu'Engin. Mais malheureusement, il ne pourrait pas avoir plus tort, car ces gens sont bien pires. Il le ligote immédiatement plus serré qu'avant, l'enchaînant brutalement à l'un des camions. Riant cruellement devant lui, il parle ouvertement du gros profit qu'ils tireront de sa vente. Non seulement il prévoit de vendre son corps, mais il discute joyeusement de le découper, de vendre sa tête, ses yeux, ses oreilles, tout. Il lui demande moqueusement s'il a vraiment cru qu'il se souciait de lui rappelant durement que tout le monde ici déteste les gens de la sphère. En fait, les sphérites atteignent des prix si élevés précisément parce qu'ils sont en haïs. Vous vous demandez peut-être pourquoi les sphérites sont en détestés, et honnêtement, la raison n'est pas compliquée. Les gens là-haut sur la sphère continuent de déverser toutes leurs ordures ici dans le gouffre, empoisonnant l'air, ruinant l'environnement et transformant leurs déchets en monstres mortels. D'innombrables personnes ont perdu des proches à cause de ces créatures, donc la haine envers quiconque vient de la sphère est profonde. L'un des hommes prend une poignée d'ordures et la fourre vers Rudo, le narguant en disant qu'il ferait mieux de la manger, qu'il veut rester en vie car ils ont besoin de lui respirant pour obtenir un bon prix, et une fois vendu, ils paieront volontiers plus pour le voir torturé. Le type force un morceau d'ordure dans la bouche de Rudo. Dans une rage aveugle, Rudo craque, mordant sauvagement et arrachant la peau de 2 doigts de l'homme avant de les avaler. Il attrape ensuite une autre poignée d'ordures et la mange aussi, leur disant qu'il se fiche de leur pleurnicherie sur les ordures, les monstres, la sphère ou quoi que ce soit, car tout ce qu'il ressent est une fureur pure. Soudain, son corps s'embrasse d'une intense énergie rouge. Les chaînes qui le liaient se transforment en une arme qu'il manie instinctivement. À ce moment, il se souvient des mots de Recto, les objets, s'ils sont traités avec soin, peuvent gagner leur propre âme et même vous sauver un jour. Engin observe silencieusement de loin, reconnaissant immédiatement ce qui se passe. Les gens qui peuvent exploiter les âmes des objets sont appelés donneurs. Réalisant ce qui se passe, l'homme blessé ordonne désespérément aux autres de maîtriser Rudo rapidement, affirmant que les donneurs ne tirent leur force que d'un seul objet, alors ils s'empressent de lui faire lâcher la chaîne. Mais ils sont complètement stupéfaits quand Rudo attrape un pneu à proximité et en tire facilement de la force. Il réalise alors que ce n'est pas un donneur ordinaire, il peut contrôler plusieurs objets, et il est incroyablement puissant. Rudo les abat un par un, et alors qu'ils s'apprêtent à finir leur chef, Engin intervient, attrapant le bras de Rudo et supprimant instantanément l'énergie rouge furieuse. Rudo reprend ses esprits, confus et désorienté, mais reconnaît immédiatement Engin. Engin s'excuse de l'avoir abandonné plus tôt, disant qu'il l'a fait seulement pour voir de quoi Rudo était capable. Maintenant qu'il a confirmé sa force, Engin promet d'expliquer tout sur ses capacités, le gouffre, et même la sphère, si Rudo accepte de rejoindre les cleaners, car ils ont désespérément besoin de quelqu'un comme lui. C'est une offre assez tentante, vu qu'il a désespérément besoin d'alliés et de protection dans ce monde foutu, mais Rudo se souvient de ses trahisons passées et rejette rapidement le deal. Apparemment, Engin ne comprend pas le sens du mot non, car la prochaine chose que Rudo sait, c'est qu'il se fait traîner dans une clinique pour se faire soigner. Pendant qu'Engin appelle son pote avec excitation, se vantant d'avoir recruté un génie unique dans les cleaners, Rudo est abasourdi par cette révélation, puisqu'il est sacrément sûr de n'avoir jamais rien accepté. Il insiste pour retourner immédiatement à la sphère, mais le médecin flippant, dont les yeux sont plus grands que ceux d'une chouette, lui ordonne de se taire. Le médecin crie après Rudo pour s'être aventuré dans le No Man's Land où même l'air est littéralement toxique, le traitant de catastrophe ambulante pour s'être fait kidnapper en plus. Il ordonne sévèrement à Rudo de remercier Engin, puisqu'il a réussi à sauver sa peau de 2 destins terribles en une seule journée. Rudo maudit silencieusement Engin dans sa tête, puis passe à maudire mentalement le médecin flippant, qui, apparemment, est en fait une vieille femme et se vexe incroyablement quand Rudo la qualifie par erreur de vieil homme. Une fois qu'elle a fini de le soigner, elle vire immédiatement Rudo et Engin dans la rue. Dehors, Rudo remercie à contre-cœur Engin pour avoir payé le traitement, précisant qu'il ne cherche que des informations pour rentrer chez lui. Il affirme fermement à Engin qu'il n'a pas le temps de rejoindre son petit club de cleaner ou comme il s'appelle, mais Engin soupire, déçu, mentionnant qu'il espérait que Rudo aurait appris quelque chose sur le traitement des esprits ici après s'être fait kidnapper. Il avertit Rudo que si quelqu'un d'autre découvre qu'il vient de la sphère, il regrettera d'être né, et de plus, les informations dans ce trou infernal ne sont pas gratuites. Sur ce, Engin l'emmène dans une ville dystopique et désolée. Pourtant, malgré son apparence sinistre, c'est bien mieux que le désert dégoûtant à l'extérieur. Engin lui achète même un burger, et Rudo le dévore sans retenue, surtout après avoir vomi toute la merde ingérée plus tôt. Il avait toujours imaginé le fond du pit comme des tas d'ordures, mais ici, il y a des villes remplies de gens qui tentent de survivre. En mangeant, Rudo remarque une fille entrer dans le magasin et ne peut s'empêcher de la regarder, mais avant qu'il ne se perde dans ses pensées, Engin décide de lui expliquer comment les choses fonctionnent ici. Il explique que les déchets ne sont pas la seule chose qui s'accumule en bas. Les émotions aussi se rassemblent ici, se manifestant finalement en une énergie appelée anima. Ces bêtes poubelles que Rudo a vues plus tôt sont une manifestation de l'anima, et bien qu'elles restent généralement près des tas d'ordures,
elles s'aventurent parfois dans les villes, semant le chaos. Engin poursuit en disant « Les armes ordinaires ne peuvent même pas effleurer ces monstres car leurs cœurs sont entièrement faits d'anima concentrés, mais les gants de Rudo ont le pouvoir unique de les détruire. » Rudo est stupéfait par cette révélation, et Engin explique que quand quelque chose est chéri longtemps, il accumule aussi de l'anima, devenant ce qu'on appelle un instrument vital. Les instruments vitaux ont le pouvoir de détruire le cœur d'une bête poubelle, mais tout le monde ne peut pas exploiter cette énergie cachée. Engin révèle que ceux qui peuvent canaliser ce pouvoir sont appelés des donneurs, et les cleaners sont leur groupe, rempli de ces donneurs qui éliminent les monstres. Rudo demande alors carrément à Engin s'il promet de lui montrer comment retourner à la sphère s'il rejoint les cleaners, mais Engin admet tranquillement qu'il n'en a pas la moindre idée. Rudo s'énerve immédiatement contre lui pour l'avoir induit en erreur, mais Engin lui rappelle calmement qu'il n'a jamais dit savoir comment le ramener. Pourtant, Engin l'assure que leur patron est extrêmement sage et pourrait connaître un moyen de rentrer. Rudo est furieux car maintenant il est coincé, devant rencontrer le patron d'Engin avant de décider quoi que ce soit, mais Engin lui demande soudain de ses gants. Rudo révèle hésitant que son père les lui a donnés, et que c'est le seul souvenir qu'il lui reste. Engin comprend enfin pourquoi il tient tant à ses vieux gants miteux et lui dit sincèrement d'en prendre soin car une puissante âme y réside. Rudo est submergé par l'émotion, se rappelant comment tout le monde se moquait de ses gants, mais avant qu'il ne puisse digérer le moment, Engin reçoit un message et dit qu'il doit rejoindre un collègue. Alors qu'Engin part, Rudo se lève rapidement et le remercie maladroitement pour tout ce qu'il a fait. En réponse, Engin lui lance négligemment une bourse d'argent, l'avertissant de faire attention à ses dépenses. Rudo n'arrive pas à croire qu'Engin lui donne de l'argent après tout ce qu'il a fait pour lui, mais Engin balaie ça, expliquant que c'est sans importance car il a juste vendu les vêtements de la sphère de Rudo pour cet argent. C'est comme ça qu'il a pu payer ses soins et sa nourriture, donc Rudo n'a même pas besoin de le remercier. Rudo pète complètement un câble en entendant ça, mais Engin hausse juste les épaules et dit que Rudo ne pouvait de toute façon pas se balader en tenue de la sphère. Engin annonce alors qu'il va voir son entraîneur et ordonne à Rudo de rester là et d'attendre patiemment. Rudo est toujours furieux contre l'attitude décontractée d'Engin quand soudain, il voit un chat filou attraper sa bourse et filer. Il se lance immédiatement à sa poursuite, mais le chat le distance facilement. Heureusement, il remarque un bâton en forme de lune couché dans la rue et l'attrape sans hésiter, l'utilisant pour stopper net le chat. Juste comme il maîtrise le chat, le propriétaire du bâton apparaît soudain, furieux contre Rudo pour avoir essayé de chipper son bâton précieux. Rudo, perplexe, demande « Qu'est-ce qui est si spécial avec ce stupide bout de bois ?» ce qui ne fait qu'énerver davantage le type. Il reprend son bâton et repousse Rudo, l'avertissant qu'il va payer pour ses crimes. Mais avant tout, le type devient un peu trop intime avec son bâton, laissant Rudo complètement confus. À ce moment, Rudo repère l'emblème des cleaners, le même que celui sur le parapluie d'Engin, et réalise que ce type en fait aussi partie. L'homme active alors le pouvoir caché de son bâton, le transformant en une vraie arme, et frappe en direction de Rudo. Heureusement, il rate volontairement, car Engin lui a déjà parlé de Rudo plus tôt. Se calmant, il se présente comme Zanka, expliquant qu'Engin lui a demandé de s'occuper de l'entraînement de Rudo. Il soupire, disant qu'il ne s'attendait pas à devoir apprendre les bonnes manières à un morveux, comme ne pas voler les affaires des autres, mais Rudo se défend en expliquant qu'il empruntait juste le bâton pour récupérer son argent du chat. Zanka remarque que le père de Rudo ne l'a probablement pas bien élevé, et ça touche immédiatement un nerf chez Rudo, car insulter Recto est la seule chose qu'il ne peut tolérer. Pourtant, alors que la colère bouillonne en lui, Rudo se rappelle soudain quelque chose que Recto lui a dit, « Si tu veux vraiment que quelqu'un t'écoute, recule d'abord et essaie de voir les choses de son point de vue. » Prenant une profonde inspiration, Rudo admet que Zanka a parfaitement le droit d'être en colère. Après tout, il a pris son trésor sans demander. Il imagine comment il se sentirait si quelqu'un prenait ses gants, même accidentellement, réalisant que c'était vraiment sa faute, alors il avale sa fierté et s'excuse sincèrement auprès de Zanka. Le type se calme immédiatement aussi, rassurant rapidement Rudo que ce n'est pas grave puisqu'il a récupéré son bâton et admet qu'il aurait dû réagir plus calmement lui-même. Honnêtement, Rudo est complètement stupéfait par le changement soudain de personnalité de Zanka. De plus, c'était la première fois qu'il réussissait à désamorcer une situation tendue juste en parlant. Il ne peut s'empêcher de penser que Recto avait peut-être raison sur plus de choses qu'il ne le croyait. Zanka l'aide alors à se relever et lui demande négligemment de son instrument vital, se demandant quel genre de capacité il a. Rudo répond que ses gants sont probablement son instrument vital mais avoue qu'il ne sait pas vraiment quel pouvoir ils ont encore. Zanka examine attentivement les gants de Rudo et les complimente sincèrement, disant qu'ils sont plutôt impressionnants, mais Rudo est toujours obsédé par le changement soudain et radical de Zanka. Il réalise que c'est peut-être parce qu'il sourit maintenant, se rappelant que Recto lui disait toujours que sourire est la clé pour se faire des amis. Mais malheureusement, sourire ne fait pas partie des compétences de Rudo, et franchement, il aurait probablement besoin d'un chirurgien plastique rien que pour lui apprendre à bouger correctement ses muscles faciaux. Encore plus malheureusement, Rudo ne le sait pas, alors il tente courageusement son meilleur sourire humain,
Mais à la place, il produit peut-être l'expression la plus terrifiante que Zanka ait jamais vue sur un visage humain. Zanka s'énerve immédiatement à nouveau, demandant quel genre de tête Rudo essaie de faire. Il lui demande furieusement s'il se moque de lui avec ce look de taré, et Rudo, sur la défensive, demande pourquoi Zanka est encore en colère, insistant sur le fait que c'était littéralement son meilleur sourire. Zanka répond que même quelqu'un avec un bandeau sur les yeux saurait que cette abomination n'est pas un sourire, poussant Rudo à fermer les yeux et les lèvres cette fois, espérant paraître plus naturel. Son expression est un peu moins terrifiante, mais c'est loin d'être suffisant pour empêcher Zanka d'être agacé. Zanka pense que Rudo doit se sentir arrogant après qu'Engin l'ait appelé un génie, alors maintenant il se moque ouvertement de lui. Il avertit Rudo qu'il n'atteindra jamais ses objectifs s'il continue à agir comme un clown, que c'était exactement la ligne à ne pas franchir. Soudain, l'esprit de Rudo revient à son objectif de retourner à la sphère et d'accomplir les dernières volontés de Recto, alors il dit fermement à Zanka qu'il est sérieux à ce sujet. Il exige que Zanka arrête de l'insulter, ce qui pousse Zanka à ressortir son arme, déclarant carrément qu'ils ne s'entendront probablement pas après tout. Rudo est tout à fait d'accord, attrapant une tige métallique aléatoire dans une poubelle voisine et activant instantanément son pouvoir caché. La mâchoire de Zanka tombe presque, voyant Rudo transformer tranquillement un déchet aléatoire en instrument vital, comprenant enfin pourquoi Engin disait qu'il était un génie. Cependant, Zanka reste confiant que quelqu'un avec juste du talent brut ne pourra pas vaincre même un type moyen comme lui qui a travaillé dur pour en arriver là. Rudo ne réalise même pas que les insultes de Zanka étaient une distraction jusqu'à ce que le bâton s'écrase à quelques centimètres de lui, le forçant à esquiver frénétiquement. Zanka charge immédiatement, poursuivant sans relâche Rudo jusqu'à ce qu'il le plaque enfin au sol, satisfait de sa victoire, mais Zanka sent alors quelque chose de bizarre sur son visage. Il l'essuyait, par pure curiosité, le renifle, pour découvrir, horrifié, que c'est littéralement de la merde. Il panique en réalisant que la tige métallique que Rudo a attrapée au hasard était en fait le manche d'une putain de ventouse. Zanka essaie frénétiquement d'expliquer ce qu'est une ventouse, mais Rudo n'est pas d'humeur à écouter. À la place, il agite sa ventouse nouvellement éveillée, toujours dégoulinante des malheureux restes de quelqu'un. Zanka perd complètement la tête, esquivant frénétiquement la merde volante comme si c'était une grenade, et bientôt, il s'enfuit à toute vitesse de Rudo. Rudo ne comprend pas pourquoi Zanka est soudain terrifié, mais il décide de jouer le jeu, le poursuivant joyeusement tout en balançant son arme ventouse. Après plusieurs minutes frénétiques à zigzaguer dans des ruelles comme dans un épisode de Tom et Jerry, Zanka arrive enfin dans la rue principale, toujours poursuivi de près par Rudo. Juste alors, un chat traverse devant Zanka, le faisant trébucher et perdre l'équilibre, donnant à Rudo la chance parfaite de le rattraper. Rudo saute haut dans les airs, balançant sa ventouse avec toute sa force, tandis que Zanka terrifié regarde au ralenti. Il se prend une rafale incessante de merde volante, le knock-out complètement. Peu après, Engin arrive pour voir comment ils vont. Quand il demande négligemment à Rudo s'il a déjà rencontré son nouveau professeur, Rudo pointe simplement vers Zanka, actuellement inconscient sur un tas d'ordures, tremblant et spasmodique comme s'il était possédé. Engin aide Zanka à se nettoyer et le porte, mais il ne peut s'empêcher de rire hystériquement du fait que Zanka s'est fait dominer par de la merde. Pendant ce temps, Rudo est silencieusement traumatisé en réalisant la vérité sur l'arme qu'il agitait avec enthousiasme dans les rues. Engin mentionne alors négligemment à Rudo que Zanka est un gâté qui ne s'est jamais fait remettre à sa place comme ça auparavant. Rudo ne peut que regarder silencieusement Zanka, mortifié, mais soudain, il remarque une paire de bottes aléatoires sur le siège arrière. Engin se tourne vers Rudo et dit que même si leur première rencontre n'était pas idéale, Zanka sera quand même son entraîneur. Il fait l'éloge de Zanka, disant qu'il est le meilleur instructeur qu'ils aient pour maîtriser les instruments vitaux. Zanka tient clairement énormément aux paroles d'Engin car, malgré son humiliation récente, il ne peut s'empêcher de ricaner de joie en entendant ces compliments. C'est alors qu'Engin s'adresse à une femme nommée Rio assise à l'arrière, demandant négligemment quand elle est montée dans la voiture. Elle se réveille gracieusement de son sommeil botté et répond qu'elle était curieuse à propos du nouveau recrue. Rudo la regarde, ébahi, car elle est incroyablement belle, et soudain, Rio tend la main pour jouer doucement avec ses cheveux, fasciné par leur couleur et texture unique. Rudo a l'impression d'être tombé accidentellement au paradis, complètement hypnotisé par l'attention d'une fille canon envers lui. Alors qu'il est perdu dans ses pensées sales et rêveuses, Engin conduit en douceur hors de la ville, se dirigeant vers le quartier général des Cleaners, niché au fond des confins sauvages. Peu après, Engin passe devant plusieurs villes en ruine et traverse un tunnel fortement fortifié creusé à même une immense paroi rocheuse. De l'autre côté, tout le monde descend de voiture, et Engin accueille Rudo avec désinvolture au quartier général des Cleaners. Rudo est encore sous le choc après avoir vu Rio jouer maladroitement avec ses cheveux un peu plus tôt, mais alors qu'il se dirige vers le bâtiment, quelques mouches agaçantes se mettent à bourdonner autour de lui. À l'intérieur, une réceptionniste noire sexy feuillette tranquillement un magazine pour adultes, sans se soucier de rien. Engin la présente à Rudo sous le nom de Semu,
expliquant qu'elle est chargée de vérifier toutes les nouvelles recrues. Mais alors qu'elle s'apprête à démontrer ses compétences, elle se jette soudainement en avant avec une fourchette, transperçant sans effort les deux mouches qui bourdonnent près de la tête de Rudo. Rudo reste là, stupéfait, la bouche ouverte, tandis que Sému le salue avec désinvolture. Elle dit qu'Engin lui a donné tous les détails, mais qu'elle doit tout de même l'examiner personnellement pour évaluer son potentiel. Alors que Sému commence à se concentrer intensément à travers ses lunettes, Engin explique quels sont son instrument essentiel, qu'elles amplifient sa vision, lui permettant de voir littéralement de quoi les gens sont faits. Rudo est surpris par cette révélation, mais n'a pas le temps de l'assimiler car Sému active son pouvoir et scrute son potentiel caché. Ce qu'elle voit la choque suffisamment pour qu'elle désactive rapidement son pouvoir. Engin demande alors si tout va bien, et Sému répond simplement que Rudo est déjà assez athlétique et qu'il a un lien correct avec son instrument vital, même s'il aura certainement besoin de s'entraîner pour l'utiliser. Engin sent qu'elle cache quelque chose, et Sému admet avec désinvolture qu'il y a des excréments dans la nuque de Rudo. Cette remarque fait éclater de rire Engin, laissant Rudo complètement embarrassé. Mais alors qu'il emmène Rudo rencontrer le patron, il jette un dernier regard à Sému, sachant très bien qu'elle cache quelque chose d'important. Alors qu'il s'enfonce dans les profondeurs du bâtiment, Engin informe Rudo que les cleaners comptent environ 100 membres au total, dont des combattants, des gardes et du personnel de soutien. La plupart sont dispersés en mission, donc peu d'entre eux sont présents au quartier général. Engin assure à Rudo qu'il finira par rencontrer tout le monde, mais lorsqu'il ouvre la porte de la salle commune, il voit toute une foule de cleaners rassemblés, qui ressemble à une bande de psychopathes. Il referme maladroitement la porte, décidant que les présentations peuvent attendre. Ils arrivent enfin au bureau du patron, mais avant d'entrer, Engin conseille à Rudo de ne pas demander immédiatement comment retourner dans la sphère, et lui suggère d'abord d'offrir ses services en tant que cleaner afin de gagner ses faveurs. Engin lui recommande également de ne rien dire au sujet de l'instrument vital du patron, car personne ne sait ce que c'est ni à quoi cela sert. Naturellement, la curiosité de Rudo est piquée, mais lorsqu'ils entrent dans la pièce, celle-ci est complètement vide. À ce moment-là, Sému fait irruption et leur dit que le patron est parti en mission et ne reviendra pas avant quelques jours. Rudo est perplexe, mais Engin lui explique avec désinvolture que c'est tout à fait normal ici, qu'il n'a qu'à attendre. Cela met Rudo en colère, et il se demande ce qu'il est censé faire en attendant. C'est alors que Rio apparaît soudainement, souriante, et l'invite à la suivre. Elle précise qu'il ne peut pas devenir officiellement nettoyeur tant que le patron ne l'a pas approuvé, donc pour l'instant, il peut simplement l'accompagner en tant que stagiaire, un arrangement qui lui convient puisqu'elle souhaite mieux le connaître. Le cerveau de Rudo est momentanément en court-circuit, car il n'a jamais reçu autant d'attention de la part d'une femme dans toute sa triste vie, et sans un mot, il la suit docilement comme un bon garçon. Il se dirige directement vers la salle de stratégie, où Sému informe tout le monde qu'une petite ville située près d'une zone polluée a demandé de l'aide de toute urgence après avoir repéré de petites bêtes poubelles à proximité. Rudo est perplexe et demande ce que sont exactement ces zones polluées, ce qui fait réaliser à Sému qu'Engin n'a même pas pris la peine de lui expliquer les bases. Elle soupire et donne rapidement un aperçu à Rudo. Le territoire est divisé en zones sûres, où les humains peuvent survivre normalement, et en zones polluées infestées de déchets, où vivent les dangereuses bêtes des ordures. Elle ajoute que l'endroit où Rudo a atterri pour la première fois était un no man's land, une zone polluée particulièrement toxique où mettre les pieds signifie généralement une mort instantanée pour la plupart des gens. Sému lance alors un masque à Rudo, lui disant sévèrement qu'il doit absolument le garder lorsqu'il se trouve dans les zones polluées. Sans cela, il s'étoufferait avec les gaz toxiques et mourrait en moins de 15 minutes. Un peu plus tard, Rudo rejoint Rio et son équipe pour la mission, Rio lui rappelant fermement de rester près d'eux afin qu'il puisse apprendre correctement. Toujours mal à l'aise, Rudo commence à paniquer intérieurement, se demandant depuis combien de temps il respirait des gaz toxiques dans le No Man's Land. Mais son anxiété s'estompe rapidement lorsqu'il aperçoit l'énorme décharge devant lui, passant instantanément en mode récupérateur. Il se demande brièvement si quelqu'un dans la sphère sait que des humains vivent au fond du gouffre, mais honnêtement, il s'en fiche complètement. Pour lui, ce tas d'ordures est une véritable mine d'or où il peut récupérer librement et réparer des objets sans se faire gronder ou battre à mort. Sortant de sa transe, Rudo rattrape rapidement Rio et lui demande qui sont les autres personnes qui les accompagnent. Elle lui explique qu'il s'agit de soutien. Bien qu'ils ne possèdent pas de pouvoirs spéciaux spectaculaires comme les combattants, ils sont néanmoins extrêmement précieux lors des missions. L'un des soutiens tend alors joyeusement la main pour serrer celle de Rudo, et dès que celui-ci l'accepte nerveusement, le type lui broie la main avec une force incroyable. Rio éclate de rire devant la souffrance de Rudo, expliquant que ce fou a une poigne si forte qu'il peut déchirer la carapace d'une bête des ordures à main nue. À ce stade, Rudo se demande sérieusement s'il pourra supporter plus longtemps cette équipe de psychopathes. Soudain, un autre supporter crie pour avertir que les bêtes des ordures approchent, et Rudo se met au garde-à-vous, déterminé à apprendre tout ce qu'il peut. Quelques instants plus tard, un essaim de petites bêtes des ordures ressemblant à des chèvres sort en titubant de la sinistre forêt d'ordures, provoquant immédiatement la panique chez Rudo.
Il se tourne frénétiquement vers Rio, lui demandant comment ils sont censés gérer autant de monstres. Elle lui dit calmement de se détendre, car ce ne sont que des bêtes des ordures faibles et pathétiques qui ne peuvent même pas abîmer la clôture en bois. Effectivement, les bêtes caprines se cognent désespérément contre la clôture sans causer le moindre dommage. Mais alors que Rudo commence à se calmer, une deuxième vague apparaît, beaucoup plus grande et plus méchante. Les bêtes plus grosses chargent la clôture et commencent rapidement à la briser. Rudo panique à nouveau et demande désespérément à Rio ce qu'ils vont faire maintenant. Rio reste agaçante de calme, insistant sur le fait que ces bêtes sont encore assez faibles pour être un entraînement parfait pour un débutant. Elle ajoute avec confiance qu'ils vont rapidement nettoyer ce désordre et retourner ensuite à la base pour organiser une grande fête de bienvenue pour Rudo. Rudo n'arrive pas à croire à quel point Rio est incroyablement détendue alors qu'elle risque sa vie tous les jours face à de véritables monstres, mais elle lui dit sans détour que s'il veut survivre ici, il ferait mieux d'adopter rapidement une attitude positive. Soudain, Rudo se rend compte qu'Engin est exactement pareil, et que cette attitude insouciante est peut-être exactement ce qui lui a manqué tout ce temps. Il décide alors d'essayer de se détendre un peu plus. Au moment où Rudo commence à se sentir optimiste, une énorme bête de déchets enfonce la barricade, et même Rio panique visiblement devant sa taille impressionnante. Rudo la regarde désespérément pour s'assurer que tout va bien, mais au lieu de la peur, les yeux de Rio brillent d'excitation. Elle s'exclame que cette bête massive est incroyablement élégante, et même si ce n'est certainement pas le matériel d'entraînement idéal pour un débutant, elle va s'amuser à la terrasser. Elle sort théâtralement ses ciseaux, son instrument indispensable, et Rudo la regarde avec incrédulité. Rio active les ciseaux avec désinvolture et les lance dans les airs, où ils se transforment en lames acérées gigantesques. Elle les attrape sans effort avec sa jambe, puis charge directement la horde de monstres, tranchant sans peine plusieurs bêtes d'un seul coup de pied fluide. Rudo n'arrive même plus à comprendre ce qui se passe, et le soutien explique avec désinvolture que l'instrument vital de Rio s'appelle le Reaper et que, contrairement aux gens normaux, elle manie ses ciseaux géants avec ses pieds. Rudo se rend compte que chacun a son propre style lorsqu'il utilise son instrument vital. À ce moment-là, le gars qui serre la main crie à Rudo de garder sa garde haute. Rudo remarque trop tard qu'une bête de niveau 2 charge droit sur lui, mais heureusement, le soutien l'intercepte, lui écrasant sans effort le crâne à main nue avant de lancer le cadavre à Rio, qui le tranche proprement en plein vol. En riant, Rio leur crie de lui lancer d'autres bêtes, et les soutiens s'exécutent avec joie, lui lançant de lourdes bêtes comme s'il s'agissait de balles de baseball. Au moment où Rudo comprend enfin cette folie, réalisant que ce travail d'équipe insensé est la façon dont les cleaners fonctionnent, Rio a déjà éliminé tous les petits monstres, ne laissant que le boss. Les supporters se séparent immédiatement, neutralisant rapidement toutes les bêtes restantes qui pourraient gêner le combat de Rio. Mais Rudo aperçoit soudainement une bête supposée morte qui se réveille et attaque l'un des supporters. Sans hésiter, Rudo se précipite, déterminé à prouver sa valeur afin d'obtenir enfin les informations dont il a désespérément besoin. Il essaie de transformer le tuyau en fer qu'il tient en une arme, mais celui-ci se transforme en une barricade hérissée de pointes. Rudo panique, réalisant qu'il a oublié comment contrôler son pouvoir, car il ne l'utilise que par pur instinct. Il lutte pour retenir la bête qui le repousse, mais heureusement, Rio apparaît de nulle part et découpe sans effort la bête immonde. Elle félicite Rudo d'avoir suivi son instinct pour protéger son coéquipier, le rassurant en lui disant qu'il a bien agi. Le supporter qui l'a sauvé le remercie également et demande à Rio si elle a achevé le boss. Rio admet qu'elle a déjà coupé le gros salaud en deux, mais que, pour une raison inconnue, il est toujours debout. Elle se demande comment il a pu survivre alors qu'elle a clairement touché son cœur, mais comme il refuse de mourir, elle décide de le découper en petits morceaux inoffensifs. Les supporters acceptent rapidement d'enregistrer des données sur ce nouveau type de bête, qui résiste d'une manière ou d'une autre aux instruments vitaux, puis se précipitent pour avertir les villes voisines. Pendant ce temps, Rio charge la bête géante, laissant Rudo planté là, perplexe, se demandant pourquoi personne ne lui dit jamais quoi faire. Rio saute rapidement sur le visage du monstre, bondit jusqu'à sa tête et coupe sans effort tous les tuyaux qui en dépassent, laissant la pauvre créature chauve comme un œuf. Après avoir donné au monstre une coupe de cheveux non désirée, elle remarque une étrange lueur sous ses pieds et se rend compte qu'il doit s'agir du cœur du monstre, qu'il essayait désespérément de cacher. Mais avant qu'elle ne puisse le poignarder, la bête se déchaîne, secouant violemment Rio pour la projeter sur le côté, rattachant les tuyaux à sa tête et frappant furieusement le sol avec sa mâchoire. Rio parvient à s'accrocher, mais la bête tourne soudainement son attaque vers Rudo et les supporters. Rudo reste figé de peur en voyant une pluie de tuyaux métalliques se diriger droit vers lui. Heureusement, les tuyaux le manquent de quelques centimètres, mais le sol sous ses pieds s'effondre, le faisant chuter. Alors qu'il tombe, le désespoir l'envahit et il se demande ce qu'il fait ici. À ce rythme, il ne pourra jamais se venger de ces salauds de la sphère, ni pour recto. L'obscurité envahit son esprit, mais à ce moment-là, le supporter le rattrape et le tire en arrière, le sauvant du désespoir. Il soulève Rudo sur son épaule et le réprimande en lui disant que s'il a un objectif, il ne doit pas rester figé,
mais courir droit vers lui. Il dit à Rudo de prendre exemple sur les supporters qui n'ont même pas de pouvoir, mais qui continuent d'avancer sans se plaindre. À ce moment-là, Rudo voit Rio attaquer à nouveau le monstre, et à en juger par ses cris, elle a définitivement trouvé son point faible. Rio saute au-dessus de la bête avant de tomber comme une météorite sur sa tête, la transperçant avec ses ciseaux et arrachant son cœur. Lorsqu'elle touche le sol et écrase le cœur sous son poids, la bête se désintègre instantanément en cendres. Le supporter se précipite vers elle et lui demande comment elle l'a tuée. Rio répond qu'elle a poignardé autre chose que le cœur et sort un petit cutter en carton, affirmant que cet objet alimentait la bête. Le supporter est sur le point de perdre la tête, réalisant que le cutter est un instrument essentiel et qu'il est absolument impossible qu'une bête poubelle ait pu posséder un tel objet. Pendant ce temps, le chef des bandits qui prévoyait de vendre Rudo se réveille soudainement dans une pièce faiblement éclairée. Confus, il essaie de comprendre où il se trouve, quand soudain, le type louche affalé sur le canapé en face de lui demande d'une voix glaciale où se trouve exactement le gamin de la sphère dont il parlait dans son sommeil. De retour à la base des nettoyeurs, Rio organise une fête de bienvenue pour Rudo, et peu après, Zanka arrive à son tour, bâillant après une longue sieste. Il demande à Rio ce qui se passe, et elle lui répond qu'il célèbre le premier jour de Rudo sur le terrain, qui se tient dans un coin, la tête baissée, seul dans son coin. Zanka veut savoir pourquoi ce gamin bavard a l'air si abattu, et Rio explique qu'il est déprimé depuis que son instrument vital l'a lâché en plein combat. Zanka dit que c'est dur et passe au rapport sur la rencontre de Rio avec une étrange bête des ordures. Elle le confirme, disant que plutôt qu'un noyau ennemi, le cœur de la créature était un instrument vital, une découverte à laquelle aucun d'entre eux ne s'attendait et qui n'était pas prévue dans leur formation. Comme elle ne pouvait rien faire à ce moment-là, Rio a laissé le problème au supérieur et est retourné organiser la fête. Pendant ce temps, Rudo continue de ruminer jusqu'à ce que le chef de l'équipe de soutien arrive pour lui parler. L'homme se présente sous le nom de Gris et dit à Rudo qu'il a bien travaillé hier. Rudo insiste sur le fait qu'il n'a rien fait, mais Gris lui fait remarquer qu'il a protégé un autre membre de l'équipe de soutien contre une bête immonde. Rudo ajoute qu'après cela, son pouvoir ne lui répondait plus, et que Gris et Rio ont dû le sortir de là. Il en a marre de cette situation, car sur la sphère, il n'arrêtait pas de faire des erreurs, et Recto le couvrait toujours. Rudo se qualifie lui-même de déception totale qui ne répondra jamais aux attentes de personne, mais Gris le remercie soudainement, interrompant le fil de ses pensées. Gris dit que la plupart des nouveaux venus chez les cleaners traitent les supporters comme des moins que rien sans véritable pouvoir, mais que Rudo ne l'a pas fait. Il évoque Follow, celui que Rudo a sauvé. Follow s'est engagé pour devenir combattant, mais, sans instrument vital, il sert de supporter, gardant un objet précieux qui, espère-t-il, deviendra un jour son arme. Gris dit à Rudo de ne pas s'obséder à devenir plus fort ou à poursuivre les attentes des autres. Il lui demande ce qu'il a toujours voulu, avant même que tout ne tourne mal sur la sphère. Rudo réfléchit intensément, et Gris lui dit que s'il retrouve ce qui a initialement enflammé son âme, il pourra retrouver son chemin. Puis il tapote doucement la tête de Rudo et lui dit d'avoir confiance en lui. Ce simple geste touche Rudo plus profondément que n'importe quel mot, et ses émotions le submergent, car cette caresse chaleureuse sur la tête était quelque chose que son père avait l'habitude de lui faire. Les larmes menacent de couler, mais soudain, Engin s'approche, passe un bras autour de ses épaules et brise cette atmosphère émouvante. Il demande à Rudo pourquoi il n'a pas touché à son assiette, et quelques instants plus tard, Rio et Zanka arrivent. Ils lui disent tous de se remettre à table, car il est l'invité d'honneur et que le buffet se vide rapidement. Touché par leur gentillesse, Rudo se joint à eux. Pendant qu'ils mangent, un type met de la musique et attrape une poignée de bombes de peinture, puis commence à vaporiser du colorant sur le mur, comme Banksy. Engin dit à Rudo de garder un œil sur celui qui s'appelle Gob, car il agit de manière impulsive et ignore tout le monde. Alors que Gob dessine sa fresque, les autres se plaignent et lui disent d'attendre qu'ils aient fini de manger, mais il a déjà dit qu'il s'en fichait. Au rez-de-chaussée, Semiu, qui a le sang chaud, retourne à son bureau, s'attendant déjà à ce que le téléphone sonne d'une seconde à l'autre. L'incident est signalé, elle décroche, prend la demande, puis appelle Zanka et une équipe de supporters pour s'en occuper. Zanka demande pourquoi Rudo fait partie de l'équipe alors qu'il n'a pas été officiellement accepté parmi les cleaners. Semiu répond que la mission qu'ils viennent de recevoir est directement liée à Rudo. Elle explique qu'elle provient d'un marchand qui a été attaqué par une bête des ordures alors qu'il traversait une zone polluée. Il s'en est sorti vivant, mais sa précieuse cargaison a été volée, et il veut qu'ils éliminent la bête et la récupèrent. C'est là que Rudo entre en jeu, car la cargaison est une sphérite vivante. Tout le monde est stupéfait, et Semiu fait remarquer qu'il est extrêmement rare de voir deux sphérites vivants à la surface en même temps, ce qui signifie que quelque chose ne va pas. Elle demande donc à Rudo de s'examiner lui-même. Rudo réfléchit, et Gris lui dit de maîtriser ses émotions avant de prendre une décision. Rudo sait que son pouvoir n'est pas fiable et qu'il pourrait peser sur l'équipe, mais il veut quand même rencontrer l'autre sphérite au cas où cela lui donnerait un indice pour retourner à la surface. Il choisit d'y aller, et Zanka n'est pas ravi, mais Semiu sait exactement comment le convaincre.
Elle dit que la mission était destinée à Engin, mais qu'il est actuellement occupé par un autre travail et qu'il a dit qu'il faisait confiance à Zanka pour la prendre. C'est tout ce qu'il faut pour convaincre le plus grand fan d'Engin, qui mène joyeusement l'équipe dans la zone polluée. Alors qu'ils avancent, Rudo demande à Gris s'il se déplace sans armes, et Gris répond qu'il porte bien un couteau, mais qu'il fait davantage confiance à ses propres mains. L'un des partisans intervient pour dire que Gris garde en fait un talisman sur lequel il prie souvent, et Gris semble gêné que ce secret ait été révélé. Il décide de montrer le talisman à Rudo, en disant que ce n'est rien de remarquable, mais que cela lui donne quelque chose à quoi se raccrocher. À ce moment-là, ils aperçoivent une fille à l'air effrayant qui se tient derrière eux. La fille effrayante prétend être la marchande qui les a engagés pour ce travail, alors Rudo lui pose immédiatement des questions sur le sphérite. La marchande dit qu'elle transportait ses bagages lorsqu'elle est tombée sur un sphérite inconscient. Inquiète pour lui, elle l'a ramassé pour l'emporter, mais une bête des ordures l'a attaqué et s'est enfuie avec le sphérite. Rudo insiste auprès de la marchande, lui demandant si elle a l'intention de vendre le sphérite, mais elle rejette cette accusation, affirmant qu'elle n'en veut pas et qu'elle est simplement très curieuse à propos des sphérites. Zanka pense que cette histoire sent aussi mauvais que la décharge vers laquelle il se dirige. Les bêtes des ordures attaquent les humains dès qu'elles les voient, et elles ne se donnent pas la peine d'en kidnapper un. Il décide que quelque chose est suspect, mais qu'il s'en occupera le moment venu. La marchande les conduit alors au bâtiment où la bête des ordures s'est enfuie après avoir enlevé la sphère. Zanka dit à tout le monde de rester sur ses gardes car la créature pourrait attaquer de n'importe quelle direction, mais lorsqu'ils entrent, l'endroit est vide à l'exception d'une seule silhouette au fond. Le marchand dit qu'il s'agit du sphérite et commence à pousser Rudo vers eux, les autres cleaners finissant par être poussés eux aussi. Une fois qu'ils sont assez près, Rudo se rend compte qu'il ne s'agit pas du tout d'une personne, mais d'une poupée habillée comme un sphérite. Mais il est déjà trop tard, le marchand recule en lui disant de se dépêcher. L'instant d'après, le sol sous les pieds de Rudo se transforme en boue et tout le groupe plonge à l'étage inférieur. Ils se demandent ce qui vient de se passer et le marchand leur demande s'ils vont bien. Ils répondent que oui et lui demandent ce qu'est cet endroit et où se trouve le sphérite. Le marchand éclate d'un rire sinistre et désigne Rudo en disant qu'il est le sphérite, puis il se transforme en boue et fond. À ce moment-là, deux voix appellent un donneur de sphérite, et deux lueurs électriques violettes glissent vers eux dans l'obscurité. Zanka comprend immédiatement, principalement à cause de ces lumières violettes crépitantes. Il sait que les responsables sont les raiders, et ceux-ci ne cachent même pas leur intention d'arracher Rudo au cleaner. Rudo, déconcerté par cette nouvelle bande d'excentriques, entend Gris expliquer qu'ils sont les bandits de ce monde, et que ce qui les rend dangereux, c'est qu'ils sont tous des donneurs eux aussi. Il ordonne à son équipe de se frayer un chemin vers la sortie pendant que lui et Follow protègent Rudo. Il charge Zanka de s'occuper seul des deux raiders, et bien que Zanka hésite, il se rend compte qu'il n'y a pas d'autre solution. Les partisans s'enfuient immédiatement dans l'autre sens, et Gris dit à Rudo de rester avec lui. Rudo répond qu'il peut s'occuper seul d'une bande de bandits, mais Gris le met en garde de ne pas sous-estimer les pillards, d'autant plus qu'ils ne savent pas quels dons ils transportent. Ailleurs, Zanka taquine les pillards en leur disant qu'il s'était toujours douté qu'ils viendraient chercher Rudo, mais qu'il ne s'attendait pas à ce qu'ils le retrouvent aussi vite. Il leur demande s'ils ont l'intention de le vendre, car un sphérite vivant pourrait leur rapporter suffisamment d'argent pour prendre une retraite confortable. Les pillards rient et répondent qu'ils n'ont pas l'intention de vendre Rudo, mais qu'ils ont soif de connaissances sur la sphère, et qu'un sphérite est la meilleure source d'informations qu'ils puissent espérer. Ils veulent des réponses à beaucoup de questions, en particulier sur la façon dont ils ont franchi la barrière et survécu. Zanka est également intrigué par cette barrière, mais il décide de venir rapidement à bout des pillards. Il estime que, puisqu'ils ont orchestré tout ce stratagème, il n'a pas à s'inquiéter d'une bête insignifiante. La pillarde lui répond qu'il doit tout de même se méfier des poupées de boue qu'elle peut créer à volonté, mais Zanka rétorque qu'il peut facilement se débarrasser de cibles aussi faibles les yeux fermés. Il donne alors vie à son bâton et commence à éliminer les poupées de boue, mais le pillard masculin se fond dans les leurs et frappe par derrière. Zanka parvient de justesse à se retourner avant que le coup de poing ne le projette violemment contre la colonne. Une fois de plus, l'homme se cache dans un leurre de terre, et la pillarde ricane en disant que les nettoyeurs ne se battent qu'avec des bêtes insignifiantes, et qu'ils ne savent donc pas comment s'y prendre avec les humains. Elle lui dit que c'est la dernière partie de « Trouve le vrai », à laquelle il jouera jamais, et Zanka se prépare et donne tout ce qu'il a. Il continue à détruire les poupées d'argile, mais le pillard masculin continue à se glisser entre elles et à le frapper par derrière. Zanka est maintenant coincé, et lorsqu'il se jette sur la pillarde pour la mettre à terre, ses pieds glissent sur un piège de boue qu'elle a préparé à l'avance. Elle dit qu'il est le seul combattant de l'équipe capable de la défier, et qu'une fois qu'il sera à terre, les autres seront impuissants. Elle dit que sa défaite n'est qu'une question de temps, mais Zanka lui répond que si elle veut continuer à parler, elle devrait lancer un podcast. Il ajoute qu'au début, il pensait qu'elle dirigeait les marionnettes debout avec cette pelle tandis que le type utilisait son instrument vital pour infliger des dégâts, mais après les avoir observés un peu plus longtemps, il se rend compte que sa première impression était fausse. Le type ne fait que donner des coups de poing,
Et son instrument vital ressemble à des raquettes qui lui permettent de se déplacer librement sur un sol solide. Maintenant, le jeu de jambes fluide malgré toute la boue sous les pieds prend tout son sens, et il se moque du duo, les qualifiant de petits combos parfaits. La femme s'énerve et lui dit de se taire, ce qu'il ne fait absolument pas. Il dit qu'il manque peut-être d'expérience dans le combat, mais qu'il comprend son propre instrument vital bien mieux qu'eux. C'est pourquoi il peut faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire, et elle se jette sur lui. Zanka frappe alors son bâton contre le sol, envoyant une onde sonore à travers la pièce. Il lit les changements de vibration à mesure qu'elle se propage à travers les effigies de boue, et dès qu'elle atteint celle qui cache le pillard, il localise sa position. Il se précipite à toute vitesse et terrasse l'homme d'un seul coup, puis s'occupe également de la pillarde. Alors qu'elle s'évanouit, ses créations s'effondrent d'un seul coup, et Zanka murmure, ce n'était que des débutants, mais soudain, le chef des pillards apparaît derrière lui et dit, vous devriez essayer quelqu'un de plus fort s'il n'est toujours pas satisfait. Au même moment, Rudo et l'équipe de soutien atteignent enfin la porte de sortie. Grise l'ouvre pour révéler un escalier menant à l'étage supérieur, et il ordonne aux autres membres de l'équipe de monter et d'appeler des renforts pendant qu'il reste derrière pour voir si Zanka va bien. Un instant plus tard, une silhouette se précipite vers eux, et il suppose qu'il s'agit de Zanka, pensant qu'il a déjà éliminé les pillards. Mais il s'agit en fait du chef ennemi en personne. Ce dernier commence à examiner Rudo de près, vérifiant que c'est bien lui sa cible. Il saute ensuite sur le seuil de la porte et pulvérise la maçonnerie environnante. Il bloque la sortie lorsqu'il identifie Rudo comme étant le sphérite. Grise prévient que Rudo est sous la protection du nettoyeur et que s'opposer à lui, c'est s'attirer l'hostilité de tous. L'homme ignore l'avertissement, affirmant que son sens de l'orientation déplorable est la seule raison pour laquelle il est arrivé en retard. Il ajoute qu'il n'avait jamais eu l'intention de leur laisser autant de répit et commence à se diriger vers eux. Lorsque Grise demande où se trouve Zanka, le pillard le repousse à nouveau et dit à Rudo que quelqu'un veut lui parler. Le pillard arrache alors le masque de Rudo, soulignant qu'il n'y a pas de monstres insignifiants ici. Lorsque Rudo insiste pour savoir où se trouve Zanka, il répond qu'il a été indulgent avec lui et qu'il l'a seulement assommé, mais que le poison lui cause probablement des problèmes. Il active son instrument vital, les anneaux à ses doigts se transformant en griffes acérées, et avertit Rudo de se rendre sans résistance. Les deux partisans se jettent sur lui pour essayer de le maintenir au sol, mais il les repousse et les projette violemment au sol. Alors que le boss lève à nouveau ses griffes, Grise se place devant Rudo, prêt à défendre son équipe à tout prix. Le boss baisse ses griffes et se moque des soi-disant faibles partisans du nettoyeur, affirmant qu'ils sont inutiles et incapables de protéger quoi que ce soit. Rudo dit à Grise de reculer, car Grise est désarmé face au pillard, et insiste sur le fait qu'il peut s'occuper seul du boss. Le boss demande à Rudo de promettre qu'il ne se mettra pas en colère et prétend qu'il a déjà tué Grise d'un coup trop rapide pour que quiconque puisse le voir. Il enfonce alors ses griffes profondément dans Grise et déclare que les mauviettes comme lui sont totalement inutiles. Alors que Grise s'effondre, son porte-bonheur glisse et tombe, Rudo tend alors la main et l'attrape. L'esprit de Rudo revient alors au jour où Recto est rentré à la maison et l'a surpris en train de se cogner le front contre le mur comme un fou, le visage ensanglanté. Après avoir allongé le petit garçon, Recto lui a demandé pourquoi il avait fait cela. Rudo a répondu que Recto lui avait appris à ne jamais faire de mal aux autres. Voir le garçon appliquer cette règle à lui-même a causé à Recto une douleur lancinante. Pourtant, il s'est assis à côté de lui et lui a demandé ce qui l'avait poussé à aller aussi loin, même après que la douleur dans ses mains se soit estompée et qu'il ait commencé à s'éloigner de tout le monde. Rudo a répondu qu'il n'y avait pas de déclencheur unique, seulement un nœud de haine logé dans sa tête, et que même si quelqu'un lui demandait, il ne pourrait pas l'expliquer. En entendant cela, Recto comprit, le garçon croyait que ses parents l'avaient abandonné et pensait désormais qu'il ne valait rien, et un enfant comme lui n'était pas fait pour porter un fardeau aussi lourd. Lorsque Rudo lui demanda ce que signifiait « ne valoir rien », Recto décida d'abord de le soigner, puis de l'emmener dehors, car une grande partie de son désespoir venait du fait qu'il n'avait rien d'amusant à faire. Il dit à Rudo d'aller explorer et d'essayer tout ce qu'il voulait jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose qui le rende vraiment heureux. Il l'encouragea en lui disant qu'un jour viendrait où cette pièce vide serait remplie de choses qu'il aimait. Puis Recto promit de l'avertir à l'avance s'il prévoyait d'amener une fille à la maison. Ils se rendirent ensuite à la bibliothèque de Backwater Village pour lire un moment, puis Recto essaya de lui apprendre le football, mais le garçon au cœur tendre avait pitié du ballon et se contentait de le tapoter. Ils s'essayèrent ensuite à la cuisine. Rudo se révéla excellent pour couper les légumes, à tel point qu'il trancha la planche à découper, un échec cuisant. Recto était simplement heureux de voir une étincelle en lui, et il y avait tout le temps pour trouver ce qui lui convenait vraiment. À ce moment-là, Rudo aperçut un villageois en train de jeter des déchets et lui demanda ce qu'il faisait. L'objet jeté le fascina tellement qu'il se précipita à travers la porte et plongea directement dans la benne à ordures. Lorsque Recto le rattrapa, le garçon sanglotait bruyamment et serrait l'objet dans ses mains, laissant Recto perplexe quant au sentiment qui l'avait envahi. Rudo sanglotait en disant qu'il était horrible de jeter quelque chose qui avait encore toute sa vie devant lui simplement parce qu'il était un peu cassé.
Il n'arrêtait pas de crier qu'il voulait le réparer, et Recto comprit que Rudo ne projetait pas simplement sa propre douleur, il voyait véritablement de la valeur dans des objets que tout le monde avait déjà qualifiés de déchets. Revenons au présent, Rudo réveille le pouvoir scellé dans le porte-bonheur de Grise, et Grise, qui s'accroche encore à la vie, comprend enfin pourquoi il n'avait jamais réussi à le faire fonctionner, car jusqu'à présent, personne n'avait vraiment compris ce qu'était ce porte-bonheur. Le don de Rudo ne se contente pas de transformer des objets égarés en instruments essentiels, il fait ressortir leur véritable valeur cachée. Il remodèle le porte-bonheur en un bras défensif et une couronne avec un seul œil surdimensionné, et au lieu de paniquer, l'ennemi salive pratiquement à cette vue. Fasciné, le pillard demande si c'est l'instrument vital de Rudo, insistant pour connaître tous les détails. Follow traîne alors Grise vers un endroit sûr et tente de lui prodiguer les premiers soins. Rudo se souvient que c'est grâce à Grise qu'il a découvert ce qu'il voulait vraiment faire, sans cette impulsion, il serait toujours à la dérive. Avec cela à l'esprit, il plante ses pieds et se prépare à frapper l'ennemi de plein fouet. Le chef des pillards dit qu'il aime les gens qui donnent beaucoup et tend ses mains griffues, se présentant comme Jabé Ongé. Jabé gazouille qu'il est là pour s'amuser et demande le nom de Rudo. Une fois les présentations faites, il s'illumine comme un fou, criant qu'ils devraient se déchirer l'un l'autre, puis il fonce droit sur Rudo. De l'autre côté, Follow lutte pour soutenir Grise, mais le sang ne cesse de couler. En regardant Rudo se battre, Grise réalise qu'il n'a pas pu agir auparavant parce que ses émotions avaient brouillé son objectif, mais maintenant, plus rien ne vient le distraire. De retour dans l'affrontement, Jabé bondit en arrière et s'accroche au mur, provoquant Rudo et lui demandant pourquoi il n'avance pas. Rudo lui dit de venir à lui, et le pillard s'exécute, bondissant sur Rudo avec un coup écrasant. Il heurte le sol une fraction de seconde plus tard, car Rudo s'est déjà écarté. Jabé enchaîne avec une rafale de coups, mais Rudo les esquive tous. Lorsque Jabé demande enfin pourquoi aucun de ses coups n'atteint sa cible, Rudo répond que Grise a prié pour que tout le monde revienne sain et sauf. Sain et sauf signifie indemne, il privilégie donc la défense pour empêcher toute attaque hostile de l'atteindre. Jabé se moque du fait que l'instrument vital de Rudo semble uniquement renforcer sa capacité à esquiver, et il se moque du fait qu'il est inutile si Rudo ne peut pas riposter. Rudo souligne ce que Jabé a manqué depuis le début, il n'a pas bougé d'un pouce, mais tous les coups continuent de passer à côté. Le seul à courir dans tous les sens est Jabé, ce qui signifie que Rudo anticipe chaque mouvement avant qu'il ne se produise. Lorsque Jabé se précipite à nouveau, Rudo déclenche son instrument vital et le bloque sur place. Comme le talisman n'est pas un outil offensif, il enchaîne avec un coup de poing net et puissant, car les poings étaient l'arme de prédilection de Grise, et Rudo veut honorer son ami. Du sang coule du nez du raideur, mais il ricane quand même, impressionné que Rudo ait utilisé cet appareil inquiétant pour diriger l'échange et finir avec ses poings nus. Rudo lui rappelle que c'est lui qui a supplié pour s'amuser, et qu'il est heureux de lui rendre service jusqu'à ce que Jabé ne soit plus qu'un tas d'ordures sur le sol. La provocation met Jabé en colère, il ricane que Rudo doit être sans cœur pour ne ressentir aucune culpabilité à être impitoyable, et Rudo répond que Jabé est le seul à mériter cette exception. Jabé se retourne alors derrière lui pour frapper, mais Rudo le fige à nouveau et lui assène un coup brutal dans le ventre, en voyant le boss et son sourire sinistre valdinguer. Jabé rebondit rapidement, ricochant si vite que des nuages de poussière se forment, rendant impossible pour les yeux de Rudo de le suivre. Il détruit des piliers et lance des dalles de pierre dans toutes les directions, forçant finalement Rudo à se couvrir le visage alors que Jabé charge pour l'achever, mais l'œil du Lucky Charm l'immobilise une fois de plus. Rudo manque de lui fracasser le crâne, mais Jabé se libère au dernier moment. Riant comme un fou, il se jette à nouveau sur lui, encore plus vite qu'avant, mais l'œil toujours vigilant se verrouille dès qu'il s'approche, et Rudo repousse une fois de plus le fou. Après cela, le fou commence à rebondir si rapidement qu'il devient flou, tandis que Rudo continue d'esquiver ses coups et de le marteler de contre-attaque. Alors que Jabé continue de hurler, Rudo le fait taire avec un dernier one-two qui le rend brièvement inconscient et le fait titubant en arrière jusqu'à ce qu'il heurte le mur. Le voyant halter comme un chien, Rudo lui dit d'arrêter, mais Jabé se contente de sourire, car il n'a pas été aussi malmené depuis des lustres, et il pense que Rudo a aussi apprécié. Rudo recule devant cet RI2, mais l'homme redevient soudain sérieux et expose une théorie, l'instrument vital de Rudo détecte probablement les intentions meurtrières de l'ennemi et le met hors de danger, mais il a remarqué en lançant ses dalles de pierre que les choses qui ne sont pas animées par la soif de sang ne déclenchent pas du tout le mécanisme. Puis, arborant un sourire tordu, il explique son propre instrument vital, Mankira, en disant que la griffe droite contient une toxine suffisamment puissante pour paralyser une cible jusqu'à ce qu'elle puisse à peine respirer. Puis il enfonce soudainement cette griffe profondément dans sa propre poitrine. Rudo le regarde, perplexe, tandis que le fou rit, savourant la douleur, et c'est alors que Jabé explique que s'il s'évanouit à cause du poison et que son corps continue à se battre en pilote automatique, il n'y aura aucune intention meurtrière que l'œil puisse détecter. Alors qu'il s'extasie sur le fait que cela sera très excitant, sa conscience s'estompe et Rudo regarde la scène avec horreur, sans pouvoir prononcer un mot. Alors que le corps de l'homme se contracte,
Ses yeux se révulsent et le mur derrière lui explose. Jabé entre alors dans une violente frénésie, se levant d'un bond tout en restant complètement inconscient et poussant un rugissement assourdissant qui faillit briser l'air. Rudo resta figé, stupéfait, alors que Jabé se lançait dans une course folle et rotative, déchirant tout sur son passage comme un mur vivant de démolition. Rudo parvint tout juste à esquiver, perplexe devant le fait que quelqu'un d'aussi éteint puisse encore posséder autant de puissance. À cet instant, Rudo aperçut Follow et Grise à une courte distance. Si la frénésie de Jabé se dirigeait vers eux, il n'aurait aucune chance. Sans hésiter, Rudo partit à toute vitesse dans la direction opposée pour attirer l'attention de Jabé, et le plan fonctionna. Jabé bondit à nouveau sur Rudo, et cette fois-ci Rudo tenta d'activer le pouvoir du talisman pour arrêter l'attaque, mais l'artefact ne répondit pas comme prévu. Forcé de se défendre, Rudo intercepta le coup et projeta Jabé au sol avec une clean judo throw. La tête de Jabé heurta le béton, fissurant le sol, mais cela ne ralentit en rien sa progression, et il se releva avec la même énergie sauvage et sanguinaire. En voyant cela, Rudo réalise que l'instinct combatif brut et la résolution pure peuvent repousser les limites, mais une autre pensée lui traverse alors l'esprit, et c'est que peut-être que Jabé est en fait un masochiste. Son esprit revint à ses jeunes jours sur le Sphere où il était harcelé par les brutes locales. Il ne s'était jamais battu, non pas parce qu'il était faible, mais parce que Recto le lui avait interdit. Un jour, les autres enfants se moquèrent de lui, demandant s'il était une sorte de masochiste. Il n'avait pas compris le terme à l'époque, alors il demanda à Recto ce que cela voulait dire en rentrant à la maison. Maintenant qu'il comprend sa signification, il se dit que si Jabé est un de ces tarés qui aiment souffrir, et il n'a aucune putain d'idée de comment l'arrêter. Mais avant qu'il ne puisse ruminer cette pensée plus longtemps, Jabé continue sa charge, aveuglé par la rage, et Rudo ne peut qu'esquiver et bloquer quand il le peut. Il continue de reculer sous la pression, mais Jabé perce et s'apprête à porter un coup mortel jusqu'à ce que le bâton de Zanka arrive en volant et plaque Jabé au sol. Rudo reconnaît l'arme instantanément, et Zanka arrive un moment plus tard, tenant à peine debout, mais motivé par le besoin de régler les choses avec l'adversaire qui est parti avant de finir leur combat. Rudo lui demande s'il est en état de continuer, mais Zanka lui dit de ne pas l'insulter. Puis il remarque l'objet que Rudo utilise et commente qu'il commence enfin à comprendre son fonctionnement. Rudo répond qu'il ne sert pas à grand-chose puisqu'il n'arrête pas Jabé dans cette forme déchaînée. Zanka comprend rapidement que le talisman ne répond que lorsqu'il y a une réelle intention hostile, et Rudo est pris de court par la rapidité avec laquelle il a compris cela. Zanka explique que pendant qu'il luttait pour arriver, il avait observé le combat de Rudo de loin, il avait décidé d'analyser sa technique pour que cela l'aide plus tard quand viendrait le moment de l'entraîner correctement. Zanka fait remarquer que puisque Rudo ne peut pas utiliser le talisman offensivement et que ses propres mouvements sont sévèrement entravés par le poison, aucun d'eux n'a actuellement de moyen de maîtriser Jabé, mais il a un plan, et il demande à Rudo de le laisser le frapper juste une fois. Rudo est surpris par la demande, mais Zanka clarifie, s'il attaque avec une réelle intention hostile, le talisman pourrait réagir en transportant Rudo à l'endroit exact où Zanka veut être, ce qui lui permettrait de se rapprocher suffisamment pour porter un coup critique. Rudo demande ce qui se passe si le talisman ne s'active pas, à quoi Zanka répond simplement qu'il devra prendre le coup comme un homme. Avant qu'il ne puisse en discuter davantage, Jabé reprend conscience, alors les deux se préparent alors qu'ils chargent et tranchent net un pilier de pierre près d'eux, mais les deux parviennent à éviter le coup. Zanka avertit alors Rudo de ne même pas laisser une égratignure de ses griffes l'atteindre, car tout contact provoquerait une paralysie. Zanka se met en colère après avoir dit cela parce qu'il se souvient de ce qui lui est arrivé, alors il décide de libérer sa rage en frappant Rudo, et comme prévu, le talisman se déclenche, propulsant Zanka directement vers Jabé et lui permettant de porter un bon coup qui l'envoie valser. Zanka est impressionné que cela ait fonctionné, mais Rudo est furieux parce que le fait que le talisman ait réagi prouve que Zanka voulait vraiment lui faire du mal. Mais Zanka balaie cela d'un revers de main, disant que ce n'était qu'un test expérimental. Il revient ensuite vers Rudo et dit tranquillement que deux pourraient en fait faire une bonne équipe. Alors que Jabé reprend ses esprits et se rue à nouveau sur eux, Zanka frappe encore une fois. Le talisman répond, le propulsant à nouveau vers l'avant, et Zanka utilise l'élan pour percuter Jabé avec un autre coup. Surpris par la précision avec laquelle Rudo peut contrôler la capacité, Zanka note que la portée est assez significative, et sans perdre de temps, il frappe à nouveau Rudo, et le talisman le propulse droit vers l'ennemi. Cette fois, Zanka enchaîne avec un combo dévastateur qui secoue enfin les sens de Jabé et commence à le ramener à la normale. Alors que Zanka atterrissait et tentait de se stabiliser, ses jambes cédèrent et il s'effondra au sol. Croyant le combat enfin terminé, il baissa sa garde, et Rudo fit de même. À cet instant, le talisman se mit à luire faiblement avant de soudain se désintégrer en une fine poussière, s'effritant comme s'il avait été effacé de l'existence. Les yeux de Rudo s'écarquillèrent d'horreur car l'artefact était inestimable et maintenant il avait disparu. Il tendit la main pour essayer d'attraper ce qu'il en restait, mais les restes se dispersèrent dans les airs, glissant entre ses doigts. La panique l'envahit et il commença à craquer. Zanka,
qui observait attentivement, se demanda si le talisman s'était brisé à cause de la capacité de Rudo ou si quelque chose de plus profond se passait. Rudo, quant à lui, s'en blâma entièrement. L'effondrement émotionnel devint rapidement physique, et son corps se tordit de manière incontrôlable alors qu'il s'écroulait au sol, tremblant violemment comme un poisson jeté sur la terre ferme. C'est alors que Zanka remarqua quelque chose d'alarmant, des blessures de griffes le long du dos de Rudo. À un moment donné, Jabé l'avait frappé sans qu'il ne s'en rende compte. À ce moment précis, Jabé se piqua avec sa propre griffe gauche et se remit debout, parfaitement alerte et apparemment indemne. Jetant un regard autour de la zone dévastée, il commenta casuellement qu'il avait dû faire du bon travail dans son état berserk. Sans remords, il commença à marcher vers Rudo. Zanka lui cria d'arrêter, exigeant de savoir comment il pouvait encore bouger après avoir subi un tel châtiment. Jabé s'arrêta et commença à expliquer que sa griffe gauche contenait un puissant anesthésique qui annulait la douleur, lui permettant d'agir comme si de rien n'était. Il ajouta que le venin de sa griffe droite, qui avait déjà fait effet sur Zanka, devrait le garder paralysé pendant encore 30 minutes environ, mais pour plus de sécurité, il décida de donner une autre dose à Zanka. Zanka ne put résister, et Jabé lui enfonça à nouveau la griffe, le laissant haletant au sol, incapable de respirer correctement. Son seul obstacle éliminé, Jabé s'approcha casuellement de Rudo, toujours tremblant et incapable de bouger. Sans un mot, il le souleva et commença à l'emporter. Zanka gisait impuissant, incapable même de crier, il ne pouvait que regarder Rudo se faire emporter, incapable de l'arrêter. En même temps, Jabé avançait, satisfait que sa mission soit accomplie, et il ne porta même pas une pensée à ses deux coéquipiers vaincus restés dans les ruines. Quant à Rudo, il est toujours conscient à l'intérieur de son corps immobilisé et était submergé par la culpabilité, sans voulant entièrement d'avoir mis la vie de tous en danger. À cet instant, Jabé se lança dans le trou dans le sol laissé par l'un de ses coéquipiers, mais au lieu d'atterrir dans une autre pièce, il se retrouva soudainement à l'extérieur. Cela n'était pas censé arriver car il se souvenait clairement de la disposition de la carte. Alors que la confusion s'installait, il aperçut Rio qui l'attendait déjà. Avant qu'il ne puisse réagir, Engin apparut à ses côtés et le frappa violemment dans l'estomac avec son parapluie, l'envoyant s'écraser contre un mur voisin avec un impact à secouer les os. D'une manière ou d'une autre, Jabé parvint à rester conscient, et à travers sa vision trouble, il remarqua qu'Engin n'était pas seul, plusieurs autres nettoyeurs intimidants se tenaient à ses côtés. Il s'avéra que le personnel de soutien qui s'était échappé plus tôt avait appelé à l'aide, et le groupe d'Engin avait été assez proche pour intervenir juste à temps. Un des membres du support demanda anxieusement si Grise et les autres avaient pu être tués. Engin la rassura en disant qu'ils étaient plus coriaces que ça et qu'ils ne tomberaient pas si facilement. Il lui ordonna ensuite de former une équipe et d'aller les secourir. Pendant ce temps, Jabé commença à crier sur le groupe, clairement submergé par leur présence. Il admit qu'ils avaient l'air terrifiants et qu'ils n'étaient pas en état de se battre, et le sentiment d'impuissance ne fit que l'exciter davantage. Engin, visiblement perturbé, réalisa à cet instant que Rudo avait été aux prises avec un parfait masochiste tout ce temps. Rio commenta sèchement que Rudo avait meilleure mine qu'elle ne l'attendait, tandis que certains autres nettoyeurs murmurèrent qu'il avait l'air encore plus mal en point qu'ils ne l'avaient imaginé. Le grand type se met en rogne, disant qu'il était inacceptable que quelqu'un s'en prenne à l'un des leurs, mais un autre membre lui dit immédiatement de la fermer, agacé par sa réaction bruyante. Engin s'avança alors et dit à Jabé qu'il était en état d'arrestation et serait emmené pour interrogatoire. Il demanda à Jabé s'il croyait vraiment pouvoir s'en prendre au nettoyeur et ensuite disparaître dans l'ombre comme si de rien n'était. Cela n'excite que davantage Jabé, qui laisse échapper s'ils vont le jeter dans une cellule à perpétuité où il devra élaborer un plan d'évasion tout seul. Se remettant debout, il admit qu'il savait qu'il allait perdre. Pourtant, il avait des ordres pour ramener Rudo, et il n'allait pas retourner à la base en tant qu'échec, même si cela lui coûtait la vie. Il activa à nouveau ses armes, se préparant pour un affrontement final, mais alors qu'il s'apprêtait à charger, quelqu'un l'attrapa par derrière dans une étreinte serrée, lui chuchotant d'arrêter. Jabé reconnut instantanément celle qui le retenait, c'était l'une de ses coéquipières. Il lui dit de lâcher prise, insistant sur le fait qu'il avait encore une mission à accomplir, mais elle lui rappela tranquillement que leur temps était écoulé et qu'il n'y avait plus rien à faire maintenant que les nettoyeurs étaient arrivés. Toujours pas disposé à abandonner, Jabé resta fixé sur son objectif, mais elle mentionna alors que leur boss avait souri avec un large sourire sincère. Cette remarque le fit geler sur place, et elle resserra ses bras autour de lui, l'empêchant de faire des moves reckless. Après un moment d'hésitation, Jabé finit par céder et accepta de battre en retraite. Alors qu'il s'écartait, un portail scintillant en forme de bouche d'égout apparut dans le mur derrière lui. Se retournant vers les autres, Jabé annonça calmement qu'il partait. Il leur demanda de transmettre ses salutations à Rudo, supposant que le poison l'avait assommé maintenant. Mais à sa surprise, Rudo était toujours conscient. Rassemblant toute la force qui lui restait, il se força à se lever et cria à Jabé de s'arrêter, parce que leur combat n'était pas terminé, et Jabé leva un sourcil, impressionné par sa détermination.
Rudo promit alors qu'il le ferait payer pour ce qu'il avait fait à Grise et aux autres, et Jabé sourit, clairement amusé, et répondit qu'il réglerait ça une autre fois. Puis il remarqua les gants que portait Rudo car le design sur eux attira son attention. Son visage s'illumina d'excitation alors qu'il remarqua que le boss serait ravi d'apprendre que Rudo avait quelque chose de la série spéciale limitée. Puis, sans perdre une seconde de plus, il suit la Lovely Girl dans le portail, et une fois qu'il eut remis le couvercle en place, le portail disparut sans laisser de traces, laissant tout le monde autour stupéfait par ce qu'il venait de voir. Plus tard, Zanka et les autres furent extraits avec succès du bâtiment. Les effets du poison finirent par disparaître du corps de Rudo, alors il se précipita aux côtés de Grise. Grise était toujours en vie, bien que grièvement blessé et perdant du sang. Rudo s'excusa, éperdu à cause de la destruction du talisman. Grise, bien que faible, admit que cela comptait beaucoup pour lui. Rudo faillit s'effondrer sous le poids de la culpabilité, mais Grise lui adressa un faible sourire et dit que si le talisman avait fini par l'aider, alors il avait servi à quelque chose. Alors qu'il finissait de parler, les derniers fragments restants du talisman se dispersèrent dans le vent, et Rudo resta là, silencieux, ne sachant quoi ressentir. De retour au quartier général des nettoyeurs, Engin s'assoit à côté de Rudo, qui boude manifestement. Il observe le garçon fixer le sol en silence et finit par lui demander ce qu'il fait, mais Rudo ne répond pas. Pour détendre l'atmosphère, Engin mentionne qu'il a entendu dire que Rudo avait enfin compris comment utiliser son instrument vital, lui faisant ainsi un petit compliment, mais soudain, Rudo s'énerve et crie que Grise a été gravement blessé et qu'il ne sait pas comment il va pouvoir le regarder en face maintenant. Frustré, Rudo admet qu'il s'est toujours senti inutile parce qu'il ne pouvait aider personne sur la sphère, même maintenant, dans le monde souterrain, il se sent tout aussi impuissant. Frustré, il se maudit et déclare qu'il ne changera jamais. Engin l'écoute sans l'interrompre, puis lui dit calmement que Grise a risqué sa vie pour ses camarades, non pas parce que Rudo était spécial, mais parce que Grise croyait en lui, et que cela seul était une raison suffisante. Engin dit alors sans détour à Rudo d'arrêter de bouder et d'aller voir Grise à l'infirmerie. Lorsque Rudo arrive à l'hôpital, il reste bouche bée en voyant Grise en parfaite santé. Ce dernier l'accueille avec un large sourire et le félicite d'avoir enfin réveillé son pouvoir. Toujours sous le choc, Rudo cligne des yeux et le regarde à nouveau, ayant du mal à croire ce qu'il voit. C'est alors qu'Engin éclate de rire, réalisant que Rudo se morfondait en pensant que Grise était déjà mort. Il ébouriffe les cheveux de Rudo, riant encore plus fort alors que le pauvre garçon rougit d'embarras. Rudo rétorque que n'importe qui aurait pensé que Grise était fichu après avoir subi des blessures aussi graves, mais Grise rit et explique qu'il a été sauvé grâce à l'équipe médicale de haut niveau du quartier général des Cleaners et, plus important encore, grâce à la fille discrète qui se tient à côté de son lit. Il la présente comme Esha, la seule donneuse connue dont les capacités lui permettent de guérir les autres. Alors que Grise la couvre d'éloges, Esha détourne le regard, gênée, et répond qu'elle a simplement eu de la chance. Engin intervient pour expliquer qu'elle est terriblement timide et qu'elle se sent dépassée quand on la complimente. Pour prouver son propos, Grise la remercie à nouveau et elle rougit immédiatement. Grise se tourne alors vers Follow et lui dit qu'il ne doit pas non plus se sentir coupable, après tout, c'est Follow qui l'a protégé du coup final du raider. Ces paroles le touchent profondément, et le jeune supporter fond en larmes devant cet éloge sincère. Puis, se tournant vers Rudo, Grise lui fait un signe de tête respectueux pour avoir fait équipe avec Zanka et mis le raider à terre. Enfin, il dit à Rudo d'arrêter de s'inquiéter pour le porte-bonheur, car il l'a donné avec fierté, sachant que Rudo était quelqu'un qui comprendrait sa véritable valeur. Ces mots apaisent enfin le cœur de Rudo, qui dit à Grise qu'il est simplement heureux d'avoir survécu. Engin se tourne vers le groupe et les informe que la bataille entre les Cleaners et les Raiders a officiellement commencé, et qu'à partir de maintenant, les bêtes sauvages ne seront plus leur seule menace sur le champ de bataille. Alors qu'il s'apprête à partager de nouvelles informations, la porte s'ouvre et un homme imposant entre, annonçant avec désinvolture que les Raiders semblent également viser la sphère. Rudo s'exclame immédiatement, demandant qui est cet homme, et Engin répond avec désinvolture, c'est le patron. Il lui faut une bonne minute pour comprendre que le patron se tient juste devant lui. L'homme s'excuse ensuite de ne pas avoir été présent lorsque Rudo a rejoint le groupe, puis se présente comme Arca Corvu. Il admet qu'il n'a peut-être pas l'air d'un leader, mais assure à tout le monde qu'il est aux commandes. Il avoue qu'au début, il pensait que Rudo était peut-être là pour obtenir des informations, et que si tel était le cas, il ne l'aurait pas gardé, mais après avoir vu Rudo risquer sa vie pour ses coéquipiers, Corvu dit qu'il respecte ce genre d'engagement. Il reconnaît la force de Rudo et lui dit qu'il a gagné sa place ici. Sur ce, Corvu l'accueille officiellement dans l'équipe et lui demande de le rejoindre dans son bureau, où un uniforme et un briefing sur la mission l'attendent déjà. Lorsque Rudo arrive, Corvu lui parle d'une frontière mortelle qui sépare la surface et la sphère, et où quiconque tente de la franchir est condamné à mourir. Pendant que Rudo enfile sa nouvelle tenue, Corvu lui raconte une histoire étrange. Il lui parle d'une femme qui vivait dans la zone interdite, la zone la plus proche de la frontière. Un jour, elle a sauvé un voyageur égaré qui lui a demandé ce qu'elle faisait là-bas,
et elle lui a répondu qu'elle passait son temps à regarder les sphérites tomber du ciel. Au fil des ans, elle affirmait avoir vu quelques rares individus franchir cette frontière mortelle, survivre à l'impossible et revenir vivant. Cette révélation touche Rudo au vif, car si ces personnes existent, il doit les trouver pour comprendre comment elles ont réussi à atteindre la sphère, et pourquoi il a survécu à sa chute. Corvu demande alors à Rudo s'il compte rester ou partir, et, les dents serrées et la détermination brûlante, Rudo répond sans hésiter qu'il va y retourner. À ce moment-là, la porte s'ouvre brusquement et Engin entre, ravi de voir Rudo dans son nouvel uniforme. Peu après, Rudo se dirige tranquillement vers la zone interdite, déterminé à retrouver la femme et à découvrir la vérité, mais alors qu'il s'éloigne, Follow le rattrape, lui attrape le bras et le supplie de faire demi-tour. Mais Rudo en a assez d'attendre, car tout ce qui compte pour lui maintenant, c'est de retrouver le chemin du retour le plus vite possible. Engin entre alors et conseille à Rudo de prendre une grande respiration, insistant sur le fait que s'il est sérieux dans son intention d'y aller, il devrait au moins se préparer correctement. Il souligne que se précipiter sans recueillir d'informations ni tester ses capacités revient à vouloir mourir, et Engin tente donc de lui faire comprendre l'importance de reconnaître ses propres défauts et ses limites. Lorsque Rudo lui demande s'il compte l'accompagner, Engin répond par l'affirmative et ajoute que tenter cette aventure seule ne mènerait qu'à une fin rapide. Alors que Rudo réfléchit au fait qu'Engin a déjà fait ce voyage seul, Engin commence à lui donner plus d'explications. Il dit qu'en plus du combat, les nettoyeurs sont censés recueillir des informations précieuses sur les bêtes sauvages et les pillards. Rudo grogne, clairement agacé par le fait que des personnes aussi cruelles que les pillards aient pu obtenir le titre de « d'honneur », mais Engin répond sans détour, la gentillesse n'est pas une exigence. Il explique qu'il y a des hommes élégants qui traitent leurs affaires comme des déchets et des hommes à l'allure rude qui chérissent le peu qu'ils ont, donc être un donneur n'a rien à voir avec la moralité ou l'apparence. Rudo baisse les yeux, se sentant en conflit, se demandant s'il est celui qui a tort, mais même ainsi, l'amertume qu'il ressent envers les personnes qui l'ont rejeté demeure. Voyant qu'il n'est pas dans le bon état d'esprit, Engin lui dit d'arrêter pour aujourd'hui et de se reposer. Plus tard dans la nuit, Rudo est allongé dans sa chambre, ennuyé à mourir, et aimerait avoir quelque chose à faire, comme fouiller dans les poubelles. C'est alors que Rio fait irruption avec son enthousiasme habituel, lui proposant de lui faire visiter le quartier général. Elle l'entraîne à travers la salle de sport, la salle à manger et, pour une raison étrange, même les toilettes des hommes. En chemin, elle lui explique que même si les installations semblent délabrées, ce sont les gens qui y vivent qui leur donnent vie, mais Rudo n'est pas d'accord et répond que la sphère lui semblait bien plus vivante. Chaque jour, il partait fouiller les poubelles avec Recto, cherchant des trésors et se faisant hurler dessus par les flics. Rio rit et lui répond qu'il y a plein de gens ici qui adoreraient lui hurler dessus aussi. Elle change ensuite de sujet et lui demande s'il a déjà goûté de vrais bonbons. Rudo se fige en entendant cela, car les bonbons sont un luxe que seule la classe supérieure peut s'offrir, mais Rio affirme fièrement que même ici, ils ont accès à des produits de qualité. Quelques instants plus tard, Rudo écarquille les yeux en voyant une poignée de bonbons brillants que les nettoyeurs achètent à un groupe appelé les Viandés. Il se tourne vers Engin, les yeux écarquillés, et lui dit qu'il n'a jamais mangé de bonbons de toute sa vie. Engin lui répond alors que si la situation est différente à la surface, ici, sous terre, les bonbons sont plus demandés que les stupéfiants, il avertit Rudo avec désinvolture de ne pas devenir accro, car la tentation est très réelle. Alors que Rio salive devant un plateau rempli de délices sucrées, Engin explique que les Viandés emploient certains des meilleurs chefs de la région, ce qui explique pourquoi leurs confiseries sont réputées surpasser même celles que l'on trouve sur la sphère. Rio pousse Rudo à goûter et, les mains tremblantes et les yeux brillants, celui-ci porte un morceau à sa bouche. Dès qu'il touche sa langue, c'est comme si son âme quittait son corps dans un pur bonheur. Il se jette immédiatement sur les bonbons, les engloutissant avec des mains incontrôlables, telle une bête affamée de sucre. Engin l'avertit rapidement de se calmer, sinon il va prendre du poids, mais ce qui met finalement fin à sa frénésie sucrée, ce n'est pas l'avertissement, mais le regard glacial et perçant d'un enfant en bas âge qui mâchonne une tétine. Les yeux de l'enfant portent un jugement plus profond que l'abîme, et Rudo se demande soudain s'il va être mis au défi pour ses bonbons. Essayant d'éviter le conflit, il offre maladroitement une sucette en guise de cadeau de paix, mais le bambin la lui arrache violemment et lui aboie dessus pour qu'il lui en donne plus, ce qui énerve immédiatement Rudo. Quelque temps plus tard, Zanka passe par là et entend Engin et Rio discuter de l'obsession grandissante de Rudo pour les bonbons. Il n'y prête pas attention jusqu'à ce qu'il aperçoive quelque chose qui se dandine à la sortie d'une porte. Alarmé, il crie qu'il y a un intrus, avant de se rendre compte qu'il s'agit simplement de Rudo, mais celui-ci ressemble désormais à Luffy après avoir englouti toute la nourriture de l'équipage, et le diabète semble pratiquement rayonner de lui. Le lendemain matin, au centre d'entraînement, Rudo a du mal à activer son pouvoir pendant un test. Même après s'y être habitué, il ne parvient toujours pas à le déclencher à volonté. Alors qu'il s'en veut, Zanka s'approche avec un tas de bric-à-brac et lui dit de choisir quelque chose et de réessayer. Rudo choisit un morceau de métal triangulaire et y canalise son énergie. Cette fois,
La réaction est immédiate, l'objet brille faiblement et grossit. Engin, qui observe depuis le côté, admet que Zanka a peut-être trouvé quelque chose cette fois-ci et le félicite d'être finalement un bon instructeur. Zanka propose alors à Rudo d'aller plus loin en essayant de transformer plusieurs objets en armes en même temps, et à la surprise générale, cela fonctionne, d'abord une théière, puis une poupée usée. Mais dès que Rudo sort un troisième objet, du sang commence à couler de son nez et il s'effondre au sol. Engin remarque immédiatement que cela reflète ce qui s'est passé auparavant, et que son saignement de nez doit être le signe que ses gants sont tout simplement d'une qualité trop élevée pour que son corps puisse les supporter. Il explique que plus quelqu'un tient à quelque chose, plus cet objet accumule de valeur, et plus il détient de pouvoir lorsqu'il est converti. Outre la force brute, la capacité obtenue est également influencée par l'intention, les souvenirs et le lien émotionnel de l'utilisateur. Zanka commence à spéculer à voix haute, supposant que Rudo doit prendre soin de ses gants depuis son enfance, ce qui expliquerait leur qualité absurde, mais même dans ce cas, il ne peut s'empêcher de penser que ce niveau de réaction est tout de même excessif. Cette idée le met mal à l'aise, et ses pensées commencent à s'emballer sur les possibilités d'un mécanisme plus profond. Rudo, qui reprend encore son souffle, rejette cette théorie et dit, si c'est vrai, alors pourquoi la plupart des objets qu'il transforme en armes finissent-ils par se casser? Mais lorsqu'il fabrique quelque chose sur place, ces objets restent intacts, alors il commence à se demander s'il y a peut-être une limite de temps. Ryo intervient avec un sourire et propose une perspective différente. Elle suggère que c'est peut-être parce que ces objets jetés n'ont plus de regrets, elle dit que le pouvoir de Rudo semble tirer toute la valeur des objets qui ont été abandonnés, et que lorsqu'il les réutilise, ils remplissent enfin leur fonction, et que cette libération pourrait être la raison pour laquelle ils disparaissent ensuite. Zanka est d'accord et rappelle que le talisman s'est désintégré au moment où Rudo a ressenti un soulagement après leur combat. Engin ajoute que Rudo n'a techniquement pas brisé le talisman de Grise ni aucune des armes qu'il crée, au contraire, Rudo exploite ce qui reste de ces objets et pousse leur valeur à son maximum. En entendant cela, Rudo baisse les yeux vers ses gants et réalise quelque chose, son pouvoir n'a jamais été lié à la destruction, mais plutôt à l'honneur rendu à ce qui restait. Ryo, qui pense clairement comme Zanka, rappelle que Jabé a mentionné que les gants faisaient partie d'une série, ce qui implique qu'il pourrait y en avoir d'autres comme eux. Alors que Rudo essaie encore de comprendre cela, Ryo l'encourage à donner un nom approprié aux gants, elle dit qu'elle a déjà nommé les siens, et Engin approuve d'un signe de tête. Ailleurs, Tony et Jabé sont enfin revenus vers leur patron, qui divague déjà à propos des nettoyeurs, de la ville de l'art, de l'hôtel du désert, des instruments vitaux, des séries d'équipements et de quelque chose qu'il appelle la série des gardiens, qu'il semble porter lui-même. La nuit, Rudo frotte tranquillement ses gants, grimaçant de douleur dans ses mains, et lorsqu'il sort de la salle de bain, il est stupéfait de trouver Ryo allongé sur son lit, exposant ses missiles dans le dos. Son esprit est pratiquement en court-circuit devant cette vue torride, et il lui demande ce qu'elle fait là. Ryo lui explique calmement que sa chambre se trouve juste à l'étage au-dessus et qu'elle l'entendait clairement gémir et marmonner comme une adolescente en proie à la douleur. Inquiète, elle a décidé de se glisser dans sa chambre par la fenêtre pour voir s'il allait bien. Tout s'explique maintenant, et Rudo se détend un peu. Ryo lui demande s'il souffrait à cause des blessures affreuses qu'il avait aux mains. Il cache instinctivement ses mains derrière son dos et lui dit qu'elles lui font beaucoup moins mal lorsqu'il porte ses gants, mais qu'il doit tout de même les laver de temps en temps. Elle examine les marques sur sa peau et lui dit qu'elles semblent encore pires que des brûlures au 3e degré. Lorsqu'elle lui demande comment il les a obtenues, Rudo lui répond amèrement qu'elle devrait aller demander à ses salauds de parents, et elle comprend immédiatement. Avec un petit rire sec, elle murmure que les parents transmettent beaucoup de choses, et que les traumatismes sont généralement en tête de liste. Le lendemain matin, Engin emmène Rudo rencontrer le patron, qui mentionne que pendant qu'ils attendent que son visage soit entièrement prêt, Engin devrait s'occuper des derniers préparatifs. Rudo est perplexe face à cette expression, et Engin lui explique que « visage complet » fait référence au masque standard que tous les nettoyeurs portent lorsqu'ils pénètrent dans le No Man's Land. Engin sort alors son propre masque pour le montrer à Rudo, et lui explique que leurs masques sont fabriqués sur mesure par un artiste interne, mais que le problème est que cet artiste a la capacité d'attention d'une mouche et se bloque complètement si quelqu'un lui fait même allusion à une date limite. Il travaille actuellement sur le masque de Rudo, mais qui sait combien de temps cela prendra. Corvu déclare alors qu'ils vont passer à la prochaine étape de la préparation, qui consiste à jeter un sort à Rudo. Cela ne fait qu'ajouter à la confusion de Rudo, jusqu'à ce qu'une jolie fille noire lui explique que les zones d'ordures sont remplies de dangers imprévisibles et que, pour augmenter les chances de survie, un autre artiste dessine des sorts de protection sur chaque nettoyeur. Le patron laisse à l'artiste une totale liberté pour peindre ce qu'il veut, alors il décore parfois les murs du QG, mais ces derniers temps, il est parti travailler dans une autre ville. Engin dit à Rudo qu'il se rend dans la ville de graffiti Canva Town pour retrouver ce peintre excentrique, et qu'il est en train de constituer une équipe complète pour le voyage. À ses côtés se trouvent Vanka et Ryo, Grise et Follow, ainsi que quelques membres de son propre équipage, qu'il présente un par un à Rudo. Normalement,
Ils prennent 5 soutiens par mission, mais comme No Man's Land est une zone à haut risque, ils réduisent le nombre de membres de soutien à seulement 3 élites et augmentent en revanche le nombre de donneurs. C'est alors qu'arrive un homme imposant nommé Delman, et Rudo est immédiatement déconcerté par sa simple présence. Sans prévenir, Delman se met à crier au visage de Rudo, disant qu'il a entendu parler de son histoire et que cela l'énerve que les habitants de la sphère fassent des distinctions entre les humains. Il prétend respecter les tempéraments fougueux comme celui de Rudo et tente de le recruter dans sa propre équipe, mais avant que la situation ne dégénère, sa partenaire Tamsi arrive et intervient pour l'arrêter. Tamsi lui rappelle calmement que puisqu'Engin a déjà intégré Rudo dans son équipe, il n'est pas correct de le débaucher. À ce moment-là, Engin s'approche et demande avec désinvolture à Delman de prononcer l'un de ses discours motivants emblématiques. Alors que Delman serre les dents et se prépare, Zanka se couvre rapidement les oreilles juste à temps. Delman se lance alors dans une déclaration tonitruante sur le fait de ne jamais abandonner, quelle que soit la difficulté du chemin. L'énergie est déchaînée, et après être resté quelques secondes à regarder autour de lui, l'air perdu, Rudo finit par se laisser emporter par le moment et se met à crier avec les autres comme un idiot. Mais une fois que tout le monde est monté dans le véhicule en direction de Canva Town, l'énergie disparaît et le silence envahit la voiture. Peu après, leur destination apparaît à l'horizon, et Rudo écarquille les yeux d'admiration. Même de loin, la ville ressemble à une immense œuvre d'art. Alors qu'il s'arrête devant les portes, Rudo remarque que les murs extérieurs sont entièrement recouverts de graffitis. Mais ce qui attire vraiment son attention, c'est l'immense dôme au centre. Tamsi explique que la plupart des villes sont protégées par des dômes qui les protègent des déchets qui tombent constamment de la sphère, car même un seul morceau de détritus provenant de là-haut peut être mortel. Rudo ressent un pincement de culpabilité, mais Tamsi lui dit de ne pas se blâmer. La véritable faute incombe à ceux qui jettent les déchets en premier lieu. Pendant ce temps, 2 hommes debout à la porte ont du mal à entrer dans la ville. Même si l'entrée semble grande ouverte, ils se heurtent sans cesse à quelque chose d'invisible, un mur invisible qui les arrête. À ce moment-là, Engin et son groupe franchissent la porte comme si de rien n'était. Les 2 étrangers les regardent avec perplexité, tout comme Rudo. Engin lui dit de ne pas trop y penser, car tant qu'il n'a pas d'intention malveillante, la porte le laissera passer. Rudo fait un pas en avant, franchit la porte et se rend compte immédiatement que les 2 hommes bloqués ont probablement de mauvaises intentions. Une fois à l'intérieur, Rudo remarque encore plus de fresques et de graffitis décorant les murs, avec des bombes de peinture vide éparpillées dans les rues comme des confettis. Engin explique à Rudo que beaucoup de gens à la surface aiment peindre, mais que la plupart du temps, leur créativité n'est pas prise au sérieux. Selon une croyance populaire, Canva Town a été fondé pour que les artistes puissent s'exprimer librement, en peignant où et quand ils le souhaitent, sans aucune restriction. Rudo demande alors si leur visite a pour seul but d'admirer les œuvres d'art disséminées dans la ville, mais Engin précise que leur véritable objectif est de trouver un donneur dont l'art peut jeter des sorts défensifs sur tout ce qu'il touche. Rudo ne comprend pas très bien, alors Engin lui donne un exemple plus clair. Il explique que si ce donneur veut protéger une structure d'un coup imminent, il canalise ses émotions dans cet instrument vital et transforme cette émotion en un sceau magique en la peignant directement sur la surface. Il ajoute également que les 2 types louches qui n'ont pas pu franchir la porte plus tôt ont été arrêtés par l'un de ces sorts, qui empêche toute personne mal intentionnée d'entrer dans la ville. Rudo dit que ce genre de pouvoir semble fou, et Engin est d'accord, soulignant que l'instrument vital de cet homme est extrêmement rare. Il tente d'entrer dans les détails, mentionnant que le donateur l'avait hérité de quelqu'un d'autre, mais avant qu'il ne puisse terminer, un enfant surgit au coin de la rue et lui rentre dedans, tombant à terre. Engin tente d'aider l'enfant à se relever, mais celui-ci fond en larmes et s'enfuit. Engin reste là, sans voix, tandis que Rio éclate de rire, le taquinant pour avoir effrayé le pauvre enfant jusqu'à le faire pleurer. Un instant plus tard, le maire de Canva Town arrive, et l'expression d'Engin s'illumine, car il est heureux de le voir. Il dit au maire qu'ils sont venus voir leur ami Gob, car ils ont une nouvelle mission à lui confier, mais le maire, l'air grave, leur annonce une nouvelle déchirante. Gob est décédé tôt ce matin. Il conduit le groupe à la résidence de Gob, puis explique que la cause du décès est une pollution corporelle. Gob ne se contentait pas de peindre à l'intérieur de la ville, il s'aventurait dans les zones toxiques pour y laisser également son empreinte. Le maire pense que Gob oubliait souvent de porter son masque lors de ses excursions et que l'air toxique a progressivement détruit son corps de l'intérieur. La nouvelle touche durement Engin, et alors qu'il se tient silencieusement à côté pour rendre hommage à son ami disparu, Rudo se souvient avoir vu Gob au quartier général en train de travailler sur une fresque murale. Il se souvient à quel point Engin parlait de lui en bien, le décrivant comme quelqu'un qui ne s'écartait jamais de son objectif, quoi qu'il arrive. Rudo est bouleversé alors qu'il tente d'accepter la réalité de la mort de Gob, mais Tamsi, remarquant son regard, lui dit de ne pas trop s'en faire. De telles pertes ne sont pas rares à la surface, et de nombreuses vies sont emportées par la pollution corporelle avant même que les victimes ne réalisent ce qui leur arrive. Le maire explique ensuite qu'avant son décès, Gob avait déjà choisi qui hériterait de son rôle, et il s'avère que ce n'est autre que l'enfant nommé Remelin, le même enfant avec lequel Engin est accidentellement entré en collision plus tôt.
Il poursuit en décrivant comment le titre de lanceur de sorts est transmis directement par le précédent détenteur du pinceau magique et que la personne choisie devient instantanément un donneur dès qu'elle le reçoit. Cependant, le maire admet que confier une responsabilité aussi lourde à quelqu'un d'aussi jeune que Remelin semble écrasant, d'autant plus que le lanceur de sorts de la ville est un symbole et un protecteur pour tous ceux qui vivent ici. Rudo est surpris par cette révélation, mais Follow et Tamsi expliquent qu'il est extrêmement rare qu'un instrument aussi essentiel soit transmis. Mais cela est logique. Puisque le pouvoir du pinceau est déjà éveillé, il suffit simplement de trouver quelqu'un qui ait le potentiel nécessaire pour le prendre en charge. Le maire ajoute ensuite que Gob et Remelin étaient comme frères et sœurs, et qu'elle aura donc besoin d'un peu de temps pour faire le deuil de cette perte. Il informe Engin que leur équipe de nettoyage risque d'accuser un retard à cause de tout cela, mais Engin le rassure. Ils ne sont pas pressés, pas dans un moment aussi fragile. Mais à ce moment-là, le maire fond en larmes et dit que Gob peignait avec une telle joie que c'est difficile d'accepter qu'il soit vraiment parti. Engin comprend parfaitement, car il se souvient encore de l'admiration qu'il ressentait chaque fois qu'il voyait Gob peindre, toujours souriant, plein de vie. Engin décide qu'il vaut mieux revenir plus tard, une fois que les choses se seront calmées, mais avant de partir, il dit gentiment à Remelin de prendre soin d'elle. Et juste au moment où il finit de parler, Remelin se lève soudainement et déclare qu'il n'y a plus de temps à perdre à bouder. Tout le monde est pris au dépourvu, et elle arrache le pinceau enchanté des mains du maire et se précipite dehors. Tout le groupe la suit et la retrouve debout sur un toit, entourée de pots de peinture. Elle lève les yeux vers le ciel et dit que même si elle est en deuil, elle sait que Gob ne voudrait pas que les gens pleurent pour lui. C'est pourquoi elle va lui rendre hommage comme il aurait souhaité, en célébrant la vie et l'art. Puis, sans hésiter, elle active le pinceau, l'agrandit grâce à la magie et dessine un cercle magique lumineux sur le toit. En quelques secondes, les pots de peinture se transforment en lanceurs de feux d'artifice alimentés par le sortilège. Alors que des traînées de couleurs s'élancent dans le ciel et explosent en forme vibrante, les habitants de Canva Town envahissent les rues. Inspirés par le spectacle, ils se précipitent pour attraper leurs pinceaux et leurs peintures, et expriment leurs émotions dans des fresques murales à travers la ville. Remelin observe tout cela, les yeux brillants, et dit que c'est exactement le genre d'adieu que Gob aurait adoré. Et tandis que Rudo se tient là, sous les lumières des feux d'artifice, il ne peut s'empêcher d'être émerveillé. Peu après, Remelin décide de décorer le visage de Rudo avec son dernier chef-d'œuvre, dont elle est très fière. Elle l'a transformé en un véritable clown, avec un maquillage ridicule. Rudo n'apprécie visiblement pas, mais Remelin ne peut s'empêcher de rire chaque fois qu'elle le regarde. Alors que Rudo commence à crier pour protester, Engin discute tranquillement avec le maire, maintenant qu'ils ont compris exactement ce que les anciens lanceurs de sorts recherchaient chez leur successeur. Le maire acquiesce, affirmant que Remelin est tout aussi excentrique et imprévisible que Gob l'était. Intrigué, Engin demande combien il y a eu de lanceurs de sorts au total, et le maire estime que Remelin est probablement la 6e, car les lanceurs de sorts ne laissent leur héritage que par le biais de leurs œuvres d'art. Pendant ce temps, Remelin se tourne vers Rudo et se présente officiellement, lui demandant quel type de dessin il souhaite qu'elle réalise et à quel endroit exactement. Elle commence à expliquer son pouvoir, précisant que sa magie fonctionne mieux lorsqu'elle a la permission de dessiner dans un espace donné. Cela correspond à ce dont Engin se souvient à propos de Gob, alors il se tourne vers le maire et lui demande si tous les lanceurs de sorts héritent du même type de magie. Le maire explique que leurs capacités sont généralement similaires, même s'il existe toujours de légères variations. Engin en déduit que l'instrument vital doit leur conférer la même capacité fondamentale, les différences provenant de la personnalité de l'utilisateur, mais Remelin lui dit sans détour qu'il se trompe. Selon elle, si leurs pouvoirs finissent par se ressembler, c'est parce qu'ils sont tous des fous qui traitent le champ de bataille comme un carnet de croquis. Elle dit qu'ils peignent des ballons et des tournesols au milieu du chaos parce que leur art est une question de liberté et de rébellion, et qu'elle pense que c'est ce qui guide réellement chaque lanceur de sorts lorsqu'il choisit un successeur. Engin la regarde fixement, essayant de comprendre ce qu'elle dit. Il suppose à nouveau qu'ils pensent peut-être simplement de la même manière, ce qui explique que leurs pouvoirs se ressemblent, mais Remelin rejette également cette hypothèse. Elle dit qu'ils ont chacun un état d'esprit différent et qu'ils créent des choses très différentes, ce qui ne fait que rendre Engin encore plus confus qu'avant. Mais avant qu'il ne puisse insister, le maire intervient et lui dit de ne pas s'en préoccuper, car discuter avec un artiste ne ferait qu'accroître sa confusion. Quoi qu'il en soit, Rudo finit par prendre la parole et dit à Remelin qu'il veut qu'elle dessine quelque chose sur son dos, quelque chose d'assez fort pour bloquer un seul coup sérieux. Les yeux de Remelin s'illuminent et elle se met immédiatement au travail. Son pinceau se transforme en un pistolet à tatouer bourdonnant, prêt à graver le dessin de manière permanente sur sa peau. Le maire et Engin sont tous deux stupéfaits, car ils pensaient au départ qu'elle avait simplement trouvé un pistolet à tatouer quelque part, mais il est désormais clair que son pinceau peut se transformer en n'importe quel outil dont elle a besoin en fonction de ce qu'elle essaie de créer. Finalement, ils parviennent à arrêter Remelin avant qu'elle ne recouvre tout le dos de Rudo d'encre permanente. Elle admet que si elle utilisait simplement de la peinture à l'eau ordinaire, le sort disparaîtrait dès que Rudo prendrait une douche, mais elle a rapidement une nouvelle idée, tout aussi chaotique qu'un tatouage,
et demande à Rudo la permission de dessiner quelque chose sur lui sans lui dire quel outil elle va utiliser. Rudo accepte à contre-cœur, et sans perdre de temps, Remelin finit par appliquer des enchantements non seulement à Rudo, mais aussi à tous les autres membres du groupe. Une fois cela réglé, l'équipe se prépare à partir. Jeter des sorts sur 9 personnes à la fois a complètement épuisé Remelin, mais elle les accompagne tout de même jusqu'à la porte. Lorsqu'ils y arrivent, ils tombent sur les deux mêmes clowns que tout à l'heure, et dès qu'ils aperçoivent Remelin tenant le pinceau, leur ego s'enflamme. Furieux, ils se tournent vers le maire et lui demandent comment il a pu laisser une gamine comme elle endosser le rôle de lanceuse de sorts. Ils affirment qu'eux-mêmes auraient été bien plus aptes à remplir cette fonction. L'un d'eux se vante même d'avoir remporté un concours artistique prestigieux, insistant sur le fait qu'il a les qualités requises pour devenir un véritable lanceur de sorts, contrairement à une gamine punk. Le maire ne les écoute pas une seconde, il leur explose au visage avec toute son autorité et les fait taire instantanément. Il les traite de faux culs qui ne se soucient que de l'attention et de la popularité et leur dit qu'ils ne comprendront jamais ce que signifie vraiment porter le titre de lanceur de sorts. Il leur dit ensuite de dégager immédiatement, car personne à Canvas City ne veut revoir leur visage pitoyable. Les deux aspirants magiciens battent en retraite, complètement démoralisés, et partent sans un mot. Engin rit ensuite, disant que le maire est toujours terrifiant quand il est en colère et plaisante en disant qu'il ferait mieux de rester loin de la porte avant que sa tension artérielle ne remonte en flèche. Sur ce, tout le monde monte dans la voiture, et alors qu'il démarre, Rudo se tourne vers Remelin et la remercie de lui avoir jeté un sort. Elle lui adresse un petit sourire suffisant et lui dit qu'elle viendra bientôt faire un tour au QG. Engin appuie sur l'accélérateur et Rudo suppose qu'il retourne à la base. Engin acquiesce, mais lui dit qu'avant d'aller chercher son masque, Rudo va avoir droit à quelque chose de spécial. Rudo ne sait pas à quoi s'attendre jusqu'à ce qu'il s'arrête devant un entrepôt rempli de bric-à-brac en parfait état. Ses yeux s'illuminent et il salive presque à la vue de tous ces gadgets et appareils parfaitement récupérables. Engin lui dit de prendre son temps et de choisir tout ce qui lui plaît, car il n'y a pas de bêtes des ordures dans les environs, donc tout est sûr. Rudo se transforme en gobelin, plongeant tête la première dans l'état de déchets, à la recherche des meilleurs objets qu'il pourra restaurer et réutiliser. Engin se contente de regarder et de sourire, constatant de ses propres yeux à quel point Rudo est obsédé par les ordures. Mais aucun d'eux ne remarque qu'un petit téléviseur perché au sommet du tas s'est mis à clignoter, montrant l'image d'un homme portant des gants, étonnamment similaires à ceux de Rudo. Après un certain temps, Rudo et l'équipe reviennent au quartier général, où ils sont accueillis par un type excentrique qui crie que c'est enfin terminé. Rudo n'a aucune idée de qui est ce fou ni de ce dont il parle, et avant que quelqu'un puisse lui expliquer, Sénus s'avance et dit qu'elle a appris le décès de Gob, mais avant même qu'elle ait pu finir d'exprimer ses condoléances, l'étrange personnage l'interrompt brusquement pour dire à Rudo que son masque est prêt. C'est alors qu'Engin intervient pour présenter l'homme, Auguste, en expliquant qu'il est responsable de leur équipement et qu'en tant qu'artiste, il est également un peu dérangé. Auguste se met immédiatement à se vanter que cette dernière création est son chef-d'œuvre. Il explique fièrement que même s'il n'a jamais parlé à Rudo auparavant, il a réussi à obtenir les dimensions de son visage pendant qu'il dormait et a également obtenu un résumé complet de sa personnalité de la part du reste de la bande. Rudo est absolument horrifié d'apprendre qu'Auguste s'est faufilé dans sa chambre et a mesuré son visage pendant qu'il était inconscient, mais Auguste n'y prête aucune attention et rit en disant que c'est la faute de Rudo qui n'a pas verrouillé la porte. Rio ajoute avec désinvolture que Rudo ne dort presque jamais de toute façon, donc le fait qu'Auguste ait réussi à le surprendre au bon moment relève pratiquement du miracle. À ce moment-là, la fille au œil au beurre noir arrive en trombe et gronde Auguste, lui disant d'arrêter de faire du bruit parce qu'il la ridiculise devant tout le monde. Bien sûr, il l'ignore complètement, et Rudo se contente de les regarder tous les deux, perplexe quant à la façon dont ces deux excentriques aux personnalités diamétralement opposées peuvent être liés par le sang. Quoi qu'il en soit, tout cela étant derrière eux, le groupe se prépare à partir pour sa prochaine opération. Une fois dehors, Engin demande à Rudo d'enlever son collier pendant un instant. Rudo hésite mais s'exécute, et dès qu'il le fait, tous les autres nettoyeurs se coupent ou se piquent le doigt pour prélever un peu de sang et l'appliquer sur le collier. Rudo est complètement déconcerté par cette cérémonie effrayante à la manière des vampires, mais Engin lui explique que ces colliers servent également d'appareil de communication et qu'ils ne fonctionnent que lorsque vous avez partagé votre sang avec quelqu'un. C'est ainsi que les nettoyeurs peuvent communiquer entre eux à distance. Rudo demande si c'est pour cette raison que tout le monde en surface en porte un, et Rio le confirme, expliquant qu'ils fonctionnent essentiellement comme des téléphones. Elle plaisante également en disant que le partage de sang donne vraiment l'impression d'une amitié éternelle, ce qui rend le tout plus cool. Rudo remet son collier et se demande quelle technologie de science-fiction alimente cet objet, avant de supposer qu'il s'agit probablement d'un autre pouvoir étrange accordé par un donneur. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, il revient à la réalité et constate que tout le monde le regarde avec un sourire sinistre. Il lui rappelle que son sang n'a toujours pas été ajouté au réseau, et Rudo pâlit. Le rituel de partage du sang étant officiellement terminé, l'équipe monte enfin dans la voiture et se dirige vers le No Man's Land à la recherche de la femme qui serait censée connaître le fonctionnement de la barrière.
Rudo a rapporté tout un tas de bric-à-brac trouvés plus tôt dans la casse, et Engin l'avertit que la plupart de ces objets seront inutiles puisqu'ils devront continuer à pied une fois arrivés dans le No Man's Land. Rudo insiste néanmoins sur le fait que tout cela sert de réserve, car on ne sait jamais quel objet pourrait s'avérer utile là-bas. Peu après, ils arrivent dans le désert rouge connu sous le nom de Panta, l'un des 5 No Man's Land disséminés à travers ce monde. Tamé est le premier à sauter dans le terrain rouge, mais en y regardant de plus près, il se rend compte qu'il n'est pas du tout fait de sable, mais entièrement de rouille. À ce moment-là, il aperçoit une bête poubelle qui charge vers eux au loin, et le reste de l'équipage la repère également. Engin décide que c'est une bonne occasion de donner à Rudo sa première chasse officielle en tant que nettoyeur. Rudo ne perd pas de temps et glisse sur les dunes de rouille avec son nouvel équipement facial bien en place. Alors que la bataille commence, leurs supportrices commencent à prendre des notes détaillées sur le type de bête des déchets auxquels ils sont confrontés. Pendant ce temps, Rio passe en mode bête, affrontant 3 monstres en forme de scorpion à la fois et les déchiquetant avec ses ciseaux de combat géants. L'un des membres du scorpion finit par rouler et heurter une autre bête des ordures à proximité. Celle-ci suppose à tort que Zanka l'a attaqué puisqu'il se tient juste devant elle, alors la bête se jette sur lui, forçant Zanka à esquiver et à se faufiler jusqu'à ce qu'il voie une ouverture. Il passe alors à l'offensive en frappant la mâchoire de la créature avec son bâton et en libérant le véritable pouvoir de son arme, une série de pointes qui jaillissent et transpercent le crâne du monstre, le tuant instantanément. Mais il n'a pas encore le temps de souffler, car d'autres bêtes commencent à l'encercler. Alors qu'il se prépare à un nouveau combat, Engin surgit soudainement d'en haut et utilise l'un de ses coups signature pour éliminer tous les monstres poubelles sauf un. Rudo s'avance et déclare qu'il va s'occuper de celui-ci tout seul, se précipitant vers lui tout en sortant un vieux clavier poussiéreux de son sac. Lorsqu'il active son pouvoir, le potentiel latent du clavier se réveille, et loin de là, au fond du désert, une femme sent quelque chose d'étrange dans l'air. De retour sur le terrain, Rudo devient le guerrier du clavier que tous les trolls en ligne pensent être, mais sa vitesse de frappe est celle d'une grand-mère qui apprend à utiliser Facebook. Mais dès qu'il appuie sur la touche entrée, le clavier l'évite. Les touches s'envolent dans le ciel avant de retomber sur le scorpion comme des balles à grande vitesse, épelant le mot « crétin » sur sa carapace juste avant qu'il ne se transforme en cendre. Tous les monstres sont ainsi éliminés et Engin se met au travail pour inspecter les tas de débris enfouis sous les couches de rouille. Au même moment, Grise commence à sermonner la fille du soutien pour avoir pris des notes pendant que tout le monde était en plein combat. Il l'avertit que ne pas être pleinement attentive pendant un combat est risqué et pourrait lui coûter la vie, mais elle répond calmement que si elle n'enregistre pas ses observations en temps réel, elle les oubliera une fois le combat terminé. Au même moment, Rudo est occupé à brosser le sable et la saleté qui colle à son nouveau masque lorsqu'il aperçoit vaguement une femme à travers la poussière tourbillonnante, mais avant même qu'il puisse faire un pas vers elle, Delman et Tamzi apparaissent soudainement derrière lui. La voix tonitruante de Delman fait trébucher Rudo en arrière sous le choc, et le grand gaillard se plaint de ne pas avoir pu bien voir le premier combat de Rudo à cause de tout le sable qui vole dans les airs. Rudo se dit qu'au moins, il se montre enfin utile, mais Delman se tait brusquement et fixe quelque chose devant lui. Rudo suit son regard et est stupéfait de voir une fille marcher tranquillement vers eux à travers la brume du désert. Elle a l'air joyeuse, complètement indifférente au terrain accidenté, et n'est clairement pas habillée pour cet endroit. Delman et Tamsi se crispent, réalisant qu'ils n'avaient même pas remarqué son approche. Bientôt, toute l'équipe se rassemble et Engin se demande si cette fille pourrait être la mystérieuse femme des histoires, celle qui aurait vu des gens tomber de la sphère et revenir d'une manière ou d'une autre. Zanka pense qu'il est trop tôt pour l'avoir trouvée, mais Engin suggère qu'ils essaient de parler à la fille et lui demandent leur chemin, au cas où. Rio, cependant, ne perd pas de temps à tourner autour du pot et demande sans détour à la jeune fille si elle a déjà vu quelqu'un descendre de la sphère ou essayer d'y retourner. La jeune fille acquiesce joyeusement et Rio annonce à tout le monde qu'ils ont trouvé exactement ce qu'ils cherchaient. Engin commente que la chance est enfin de leur côté, mais à ce moment-là, la jeune fille, qui se présente sous le nom d'Amo, se met à tousser, alors elle les invite tous chez elle afin qu'ils puissent discuter plus confortablement, affirmant que l'air du désert n'est pas bon pour eux. Rio commence à se méfier et demande discrètement à Engin si elle ne devrait pas y aller seule pour vérifier, mais il décide qu'il vaut mieux que tout le groupe y aille. Son raisonnement est simple, si la jeune fille s'avère être une menace, au moins tout le monde sera présent et prêt à y faire face. Malheureusement, cette logique se retourne complètement contre eux, car lorsqu'ils arrivent chez Amo, un petit endroit bizarre encombré de peluches et de poupées inquiétantes, Engin s'effondre soudainement et vomit avant de s'évanouir. Rudo est désormais le seul à être conscient, et alors qu'il regarde autour de lui pour essayer de comprendre ce qui se passe, Amo se tourne vers lui avec un large sourire malicieux. C'était la fin de l'épisode 10. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain.